Dire un truc, par exemple, j'avais l'âge de mon fils, 7 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai fait ça. Je jouais avec des cailloux en l'attendant, seul, pendant 2-3 heures. Et ces cailloux-là, c'était pour moi un public. Et moi, je faisais un spectacle. Ok. Je m'imaginais de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 30 ans pour m'endormir sur scène. Je ne me suis jamais senti à ma place, quelque part. Pas que je me sens supérieur aux autres, loin de là, mais je sais qu'il y a une place quelque part au niveau, pas pro, mais je sais pas, il y a un truc où un jour je vais la trouver et ça va exploser pour de vrai. Parce que moi, pour moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, c'est pas de l'explosion, c'est rien. C'est rien par rapport au potentiel que je suis capable. C'est pas de la prétention, mais je sais que j'ai un potentiel en moi et que mon seul problème, c'est moi. J'ai essayé de faire un BTS où ça, le premier jour, parce que moi, ma mère était commerçante, et moi j'ai toujours vécu le truc. Le premier cours, c'était c'est quoi un bénéfice? Je dirais, c'est bon, je m'en vais, parce que moi, je ne vais pas faire 2 ans de cours pour savoir c'est quoi un bénéfice, c'est dans mon sang. Michel, bienvenue. Merci, Merci d'avoir accepté mon invitation. avec grand plaisir. Et puis merci de nous accueillir chez toi, puisque je t'avais dit on peut tourner à peu près où on veut. Et on va revenir sur ton parcours, etc. Mais tu disais que la maison, c'est un lieu important pour toi. Oui, c'est le lieu où il y a ma famille. C'est là où j'ai tous mes repères et c'est la première fois d'ailleurs que je reçois quelqu'un chez moi pour une interview, pour faire des vidéos ou autre. Donc, mais c'est un honneur de te recevoir. Bah merci, c'est gentil. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de traiter un petit peu de ton parcours, Ok, parler, comme on disait, essentiellement de la vie personnelle, de comment t'en es arrivé là aujourd'hui. T'as fait beaucoup, beaucoup de choses. Et à tel point que quand on discutait la dernière fois, tu me disais que d'essayer d'expliquer ce que tu faisais, c'était aujourd'hui un exercice compliqué. Même d'expliquer ce que tu avais fait, tu as vécu tellement de choses que c'est pas facile de tout condenser. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui en 1 heure et demie. vas-y. Mais En fait, c'est que j'ai du mal à expliquer, c'est qu'on me demande qu'est-ce que je fais aujourd'hui. voilà. Tu vois, c'est très compliqué pour moi de me définir dans un projet professionnel. Après, raconter mon histoire, ce que j'ai fait, c'est tellement chronologiquement, parfaitement bien cadré. Et ça m'amène à aujourd'hui, en fait, à comprendre que je ne vais jamais m'arrêter. Donc, j'arrive pas à me dire, aujourd'hui, je suis Michel, qui est un spécialiste de la communication, ou Michel, un conférencier sur le management, ou sur l'emploi, ou bientôt sur les neurosciences, ou un pro sur un domaine. J'arrive pas, en fait, à me sectoriser et à dire, bah, tiens, Michel, je suis ça. Non. Ok, intéressant. Peut-être qu'à quelque part, j'ai pas envie aussi. Puis c'est l'évolution permanente qui fait que ça C'est change ça. continuellement. Ton parcours a commencé à Dakar, si je dis pas de Oui. bêtises. On expliquera après, enfin tu expliqueras comment tu es arrivé en France par la suite. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, Bien sûr. comment ça s'est passé, quel enfant tu étais, quels souvenirs tu as un peu de cette époque-là? Ouais, ben, moi, je suis né à Dakar, au Sénégal, et j'étais, je considère que j'ai eu une incroyable enfance, une enfance avec beaucoup d'amour, beaucoup de confiance de mes parents, beaucoup de solidarité, avec des difficultés matérielles. Ok, Voilà, mes parents n'étaient pas riches, ils étaient même tout le contraire. Mais ils se sont tellement battus dans leur vie pour qu'on ne le ressente pas, parce que j'ai un grand frère. Mais je le voyais par rapport aux autres, parce que tu sais, dans des pays comme ça, et surtout c'était il y a 40 ans, voilà, pour pas dire 43 ans, bientôt, c'est visible. Hmm. Ça veut dire que t'es pauvre, ça se voit, que t'es riche, ça se voit, mais il n'y avait pas de juste milieu. Et malgré cette difficulté financière et tout, j'ai eu une enfance incroyable. Et l'enfant que j'étais, moi j'étais pas timide, mais j'étais très réservé. Comme je le suis aujourd'hui, malgré les millions de vues que je fais sur les réseaux, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui m'expose pas beaucoup, mais j'observe énormément, j'apprends, et je n'ai pas spécialement besoin de monde pour pouvoir être épanoui. J'arrive à m'épanouir tout seul. Mais ça, c'est mon enfance qui m'a obligé à être comme ça. Quand tu dis niveau matériel, c'est en termes habitation, etc., c'était rudimentaire, c'était... Oui, par exemple, moi j'ai vécu
Mes parents, ils avaient c'est très rare que j'en parle, mais on va le faire chez toi. Allez. Moi, on vivait dans un F1, donc mes parents, ils avaient une chambre et mon frère et moi, on dormait dans le salon. Ok. Voilà, j'ai vécu comme ça pendant des années. Alors, quand tu es né dans ça et que tu as à manger, parce que pour te donner un ordre d'idée, j'ai connu une époque, et j'étais enfant, où mes parents ne mangeaient pas pour que mon frère et moi mangions. Voilà, j'en parle naturellement comme ça, mais c'était tellement normal dans mon enfance qu'aujourd'hui, tu es chez moi, tu vois mon chez moi, et chaque centimètre carré, je sais ce que ça vaut, et je sais exactement la chance que j'ai, et je sais exactement la chance que mes enfants ont. Et quelque part, moi j'ai vécu dans ça, mais je le regrette pas, et je suis le plus heureux d'avoir vécu ça. C'était rudimentaire, c'était dur, entre guillemets dur. Ce qui était dur, c'était surtout les autres, c'était pas nous. Nous, on était heureux. Mais je te donne un exemple. Quand tu vis comme ça, c'est difficile d'inviter un copain à la maison. À la maison. Tu vois. Sinon, il faut inviter un copain qui vit la même chose. Moi, j'en avais beaucoup qui vivaient la même chose. Mais tu n'avais pas peur du regard des autres parce que là-bas, en tout cas à l'époque où j'y ai vécu, on ne te critiquait pas trop. Il n'y avait pas de jugement. C'était l'humain d'abord. Moi, j'ai grandi dans ça. L'humain d'abord, avant le matériel. Et c'était par exemple, mes parents n'avaient pas les moyens, donc quand des gens nous invitaient à manger, un copain m'invitait chez lui, on n'y allait pas, mais c'était en accord avec mes parents parce que mes parents n'avaient pas les moyens de le recevoir. Tu vois, de faire. Oui, oui. Voilà. Donc j'ai grandi dans cette autonomie et sans avoir vraiment besoin de d'autres pour pouvoir s'épanouir. Moi, j'attendais. Par exemple, ma mère, quand elle finissait son travail après l'école, 2-3 heures seule. Et je vais te dire un truc, par exemple, j'avais l'âge de mon fils, 7 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai fait ça. Je jouais avec des cailloux en l'attendant, seul, pendant 2-3 heures. Et ces cailloux-là, c'était pour moi un public. Et moi, je faisais un spectacle. Ok. Je m'imaginais, de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, pour m'endormir sur scène. Et je savais pas, quand j'étais petit, où je chantais, où je faisais rire. J'aurais jamais pensé faire des conférences. Hein. Quand tu as 7 ans, tu penses pas à ça. Oui, oui. Mais je me suis toujours visualisé, même seul, avec un public, c'était des cailloux. Et je les voyais applaudir, les cailloux. Bon, je fumais pas, hein, t'inquiète. Oui, oui. C'est un peu la loi de l'attraction, entre guillemets, d'une certaine manière, qui n'était pas manifestée directement, je pense volontairement à cet âge-là, comme tu disais. Mais c'est peut-être le fait d'y croire ou de t'imaginer à ce moment-là qui a fait que peut-être inconsciemment derrière, tu as trouvé les actions nécessaires. Alors, on peut imaginer ça de cette manière, ou que j'étais fait pour ça, et que j'avais de l'avance sur moi-même, et que je visualisais où j'allais atterrir, sans savoir vraiment que j'allais le faire. Je suis parti loin. Là. Non, je vois. Mais... Et justement, c'est intéressant, tu crois au fait que quand une personne naît, elle a des dispositions déjà Oui. particulières. Toi, par exemple, on peut penser et dire que tu étais né, par exemple, pour faire ce que tu fais aujourd'hui d'une certaine manière. Moi, je m'en suis convaincu il y a 3 mois. Moi, j'ai toujours eu une cause dans ma vie je ne sais pas si on peut appeler ça une cause, mais une mission. Moi, j'ai grandi, je te donne un exemple, il y a 30 ans, parce que hier, ça faisait, ou avant-hier, 29 ans que je suis en France. Ok. Et le 9 août 1997, je suis arrivé en France. Et moi, j'ai grandi dans un pays, et c'est pas le plus pauvre d'Afrique, hein, le Sénégal, où, par exemple, tu peux pas manger dehors, à l'époque. Parce que quand tu manges dehors, tu as des petits, de l'âge de mes enfants, qui viennent te demander un bout de ce que tu manges. Ok, je vois. Tu vois. Et moi, ça me faisait pas spécialement de la peine parce que je suis né dedans. Mais ce qui me faisait de la peine, c'est que d'autres gens les voyaient comme des rats. Et les chassaient comme des rats. Et ça, pour moi, dès mon plus jeune âge, de voir qu'on peut traiter un enfant du même âge que moi comme un rat, en fait, je suis en train de manger, c'est bizarre quand même. Et aujourd'hui, quand je vois des choses sur la malnutrition dans le monde ou la famine, c'est des causes qui me touchent énormément. Et je suis persuadé que je suis né pour avoir un impact sur ça, sur l'humanité. Et que tout ce que je construis aujourd'hui, la com, les neurosciences, tout ça, c'est un support, mais je finirai dans ça.
Intéressant. C'est la seule chose qui m'anime. La seule chose qui te drive au quotidien, qui te fait lever le Non, matin. en fait, j'y pense pas tous les jours, mais je sais que je vais finir dans ça. Tu sais pas encore sous quelle manière. Je sais pas sur quelle manière. J'ai découvert, mais ça fait longtemps, mais ça s'est prouvé via les réseaux sociaux, que j'ai une faculté dans la communication. Donc ça sera à travers la com. Mais je sais pas par quelle structure, par quel moyen. Mais tu crois au fait que ça va se faire Ah naturellement, oui, ça va se faire. entre guillemets, et, Oui. et que ça tu Ouais. iras là où Et tu ma veux, réussite sur les réseaux m'ont confirmé qu'il y a un truc qui se passe en fait et que je ne le maîtrise pas. Et c'est pour ça que j'arrive pas à me définir. Parce que ça évolue tellement vite. Moi, tous les mois, j'ai des propositions de projets différents. Qu'on me propose des choses que je ne pensais même pas moi faire. Comme le livre, par exemple. J'aurais jamais pensé moi à écrire un livre, ça ne m'est jamais traversé l'esprit. J'ai des choses comme ça qui arrivent dans ma vie. Je ne les calcule pas, je ne cherche pas à les avoir. Je les vois comme des opportunités. Mais toujours, en fait, ça a toujours quand même un lien sur le fait d'aider les autres. Et du coup, je sais que je vais finir dans ça. Parce que la seule chose qui va me faire pleurer, on va dire, me donner des frissons, c'est quand j'ai la sensation d'aider les autres. Mais pour de vrai. Tu vois, contribuer à apporter. Contribuer à aider les autres, ouais. Ok. On en reviendra sur ton livre justement juste après. Mais il me semble, j'ai eu l'occasion de l'avoir entre les mains, Okay. il me semble que la première phrase ou le premier paragraphe de ton livre, c'est un passage où tu expliques une question que tu as posée à ta mère, alors je vais peut-être pas te la reposer exactement pareil, mais qui te demande si tu veux partir en France pour tes études. Et qu'elle te donne une condition, c'est passer en classe supérieure. Voilà, passer en classe supérieure. C'est à l'âge de 8 ans qu'elle te pose cette question? Non, c'est ça 14 ans. 14 ans. Et qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as hésité? Comment ça Non, s'est passé parce dans ta que, tête en à fait, ce moment-là? quand j'étais à Dakar, en fait, j'avais mon socle d'amis. Tu sais, quand tu as 14 ans, en plus il y a 30 ans, c'est pas 14 ans d'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas Internet, tout ça, téléphone et tout. Donc, on jouait au foot dans la rue que autre chose. Mais déjà, à cette époque-là, j'avais cette sensation que je n'étais pas à ma place. Moi, je ne me suis jamais senti à ma place, quelque part. Même aujourd'hui? Ça m'arrive, ouais. J'ai l'impression que c'est pas que je me sens supérieur aux autres, loin de là, mais je sais qu'il y a une place quelque part au niveau, pas pro, mais je sais pas, il y a un truc où un jour je vais la trouver et ça va exploser pour de vrai. Parce que pour moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, c'est pas de l'explosion, c'est rien. C'est rien par rapport au potentiel que je suis capable. C'est pas de la prétention, mais je sais que j'ai un potentiel en moi et que mon seul problème, c'est moi. Ok. Okay. Ouais. C'est pas les autres, c'est pas les gens et tout, parce que moi je m'en carre le fion des autres. Souci, pas. Voilà, excuse-moi pour. Non, mais voilà, moi les autres, c'est important. À part ma famille qui est mon socle, mais ouais, je sais à cette époque-là, parce que c'est avec l'expérience et l'âge aussi, que déjà à cet âge-là, quand j'ai eu cette proposition de ma mère, c'était une évidence en fait de changer, de partir. Même si je ne savais pas du tout à quoi je ne savais pas où j'allais atterrir. Hein. Je ne comprenais pas spécialement où j'allais, quel impact ça allait avoir et tout. Moi, je pensais vraiment, quand je suis parti de Dakar, que quand j'allais arriver en France et à Montpellier, ça allait être pareil. C'est juste sans les parents. Donc, tu vois, mais non, en fait. C'était différent. Non. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. T'es arrivé à Montpellier, du coup? À Montpellier, ouais. Directement, direct. Croix d'Argent. Ouais. Et t'as pas... Finalement, t'es toujours plus ou moins autour de... Oui, parce qu'il ne faut pas abuser. Le soleil, c'est le soleil. Hein. Non, c'est sûr. Voilà, tout le monde se tue pour venir à Montpellier. Je ne vais pas quitter Montpellier. Comment ça se passe quand, du coup, t'arrives un peu plus en détail, tu découvres une autre réalité, je suppose que... Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il faut déjà se faire des copains. Parce que tu as 14 ans. Moi, j'arrive en août, donc début août. Et j'habite dans une maison dans le quartier Croix d'Argent à Montpellier. Donc c'est pas très loin du centre, hein. Ça fait 20 minutes à pied, hein, 20-25 minutes. Et moi, j'ai toujours joué au foot, et presque à haut niveau, à l'époque. Et je prenais mon ballon, j'allais dans les stades de quartier, et je voyais des gens, et je jouais avec eux. Et c'est comme ça que je me suis créé mes premiers copains.
Et d'ailleurs, j'en connais toujours un qui s'appelle Ben, avec qui lui jouait au basket, moi je jouais au foot, mais on jouait chacun de notre côté, mais on parlait et tout. Et je le recroise encore quand je vais à Montpellier et tout, donc ça va faire 30 ans quand même. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis fait mon premier socle. Et quand je suis arrivé à l'école, ça a été très difficile. Parce que là, il faut faire une rentrée des classes en seconde, seul. Bon, il y avait mon frère, mais il ne pouvait pas être là ce jour-là. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs dans le lycée. Et moi, un des seuls noirs qu'il y avait dans le lycée, il était dans ma classe. Je suis allé m'asseoir direct avec lui. À côté. Et c'est mon meilleur ami aujourd'hui. Ok, Voilà. C'est comme un frère. excellent. Et voilà, pour te donner une idée, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Finalement, tu as gardé quand même pas mal de ce socle que tu t'étais créé dès ton arrivée. Que un. Après, les autres, c'est des connaissances. Mais après, ça a été difficile parce que, en fait, déjà, ma tenue vestimentaire, je n'étais pas habillé du tout en rapport avec. Voilà, et c'est là où c'est la première fois de ma vie que j'ai vu ce que c'était le regard des autres. Pas sur ta richesse et tout, mais le jugement, le vrai facile, tu vois. La moquerie. Moi, j'avais pas trop connu ça, la moquerie. Nous, quand on nous jugeait à Dakar, c'était des vrais jugements de valeur. Mais c'était caché et tout. Là, c'était de la moquerie et tout. Mais résilient comme je l'étais, j'ai transformé ça à mon avantage. Et après, je suis devenu plus fort que ces personnes-là. L'ambition, justement, que d'une certaine manière tu sembles avoir dès le plus jeune âge, à ce moment-là, quand tu arrives en France, est-ce qu'elle se manifeste plus ou est-ce que... Non, j'avais pas le choix. Il fallait subvenir aux besoins. Donc j'allais travailler pendant le lycée avant les cours. Bon, j'allais pas trop à l'école. Ouais. Mais je faisais des ménages avant d'aller en cours pour subvenir. Je voulais mon indépendance financière, mais soulager mes parents aussi parce qu'ils étaient à 5000 km quand même. Et à l'époque, c'était difficile pour eux d'envoyer de l'argent, tout ça. Même un coup de fil, c'était payant à l'époque. Tu vois, c'est pas comme maintenant. Il n'y avait pas WhatsApp. Non, il n'y avait pas de visio, tout ça. Mes parents m'envoyaient un courrier, une lettre, pour nous dire quel jour ils allaient nous appeler. Pour qu'on soit sûr d'être au téléphone, tu vois. Enfin, pour te donner la complication. Plusieurs jours en avance. Ouais, comme ça, c'était calé, les jours et tout, pour qu'on puisse répondre. Et des fois, même, c'était par cabine téléphonique, donc il fallait leur envoyer par courrier le numéro de la cabine. Enfin, voilà, c'était pas compliqué à l'époque, parce que c'était comme ça. Mais aujourd'hui, si tu dois faire ça, laisse tomber, quoi. Oui. Qui envoie un courrier, même. Mais c'était une autre vie, mais ça m'a forgé. T'es passé du coup par quelles étapes? T'as fait le lycée, Ouais. plus ou moins présent du coup? Franchement, presque pas présent. Moi, le lycée, c'était un calvaire pour moi, parce que j'en voyais pas l'utilité. Maintenant, mais il y a quelques mois, j'ai compris pourquoi. Et dès que j'ai arrêté, j'ai fait 5 ans de lycée, quoi. Seconde, première. À l'époque, la première, on pouvait ne pas redoubler terminale. J'ai eu mon bac. J'ai essayé de faire un BTS tout ça, premier jour. Parce que moi, ma mère était commerçante, et moi j'ai toujours vécu le truc. Le premier cours, c'était c'est quoi un bénéfice? Je dirais, c'est bon, je m'en vais, parce que moi je ne vais pas faire 2 ans de cours pour savoir c'est quoi un bénéfice, c'est dans mon sang. Bien sûr. Voilà, et je suis parti, et après je suis rentré à la Croix-Rouge française, juste pour aider les gens. Au départ, c'était pour faire du ballet, et à côté je faisais plein de petits boulots, parce que ça c'était une partie bénévole. T'es resté finalement 15 ans. Qu'est-ce qui t'a fait rester? C'est ce côté aider les gens qui Au départ, moi, quand je suis rentré à la Croix-Rouge, j'ai pas commencé tout de suite par le social, j'ai commencé par le secourisme. J'ai fait toutes mes formations de secouriste et tout à plus haut niveau. Le seul truc qui me manquait, c'est le côté alpiniste. Tu sais, voilà, ma montagne, tout ça, c'est pas d'où je viens, tu vois, laisse tomber. La neige et tout, merci. Et moi, à la base, quand j'ai fait ça, je voulais rentrer à la sécurité civile. Ok. Tu vois, parce que moi, j'ai toujours... tu sais, il y a des métiers dans la vie où tu peux pas... je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, si j'étais rentré à la sécurité civile, et même si j'avais travaillé qu'une semaine, c'est à la sécurité civile, quoi. C'est le maximum en termes de... Tu sers à quelque chose dans la vie des gens, tu vois. Ouais. Voilà, t'es le dernier rempart, on t'appelle à toi si ça va pas, quoi. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Et... après, je me suis spécialisé à la Croix-Rouge dans la catastrophe.
inondations, tremblements de terre, tout ça. Donc je faisais des voyages de survie pour des formations, ce genre de choses. Moi, après, je suis devenu un expert en gestion de risque. En gros, il se passe une catastrophe, on m'envoie avec une équipe, on fait les premiers, pas le premier secours, hein, mais les premiers plans pour savoir mesurer l'impact. Et après, on fait venir les restes de l'équipe. Moi, j'adorais ça, ce côté adrénaline, j'ai du mal avec ce mot. Et après, j'ai eu une tendance à côté social. Et j'ai créé des choses sur la ville de Montpellier, comme j'ai pas seul, mais avec une équipe. Le premier centre informatique pour tous à l'époque, où tu pouvais venir faire ton CV par exemple et envoyer un mail avec ton CV pour tous ceux qui n'ont pas les moyens. La première vesti-boutique, toutes les boutiques que tu vois qui vendent des vêtements là, de Croix-Rouge, nous j'ai créé la première en France. Ok. Voilà. Le centre informatique, c'était le premier en Europe. Ouais, précurseur sur... Voilà, j'étais pas seul hein, dans l'idée et tout ça, hein, mais j'ai participé à tout ça. Et après, j'ai fait plein de choses. Après, j'ai pris des responsabilités. J'ai été élu aussi pendant des années. Et j'ai même été directeur de la communication à un moment de la Croix-Rouge française. Et après, j'ai arrêté. Je fais le tour. Pour passer à autre chose. 15 ans quand même. Ouais, 15 ans. Pur bonheur. T'as des souvenirs en particulier qui t'ont marqué Ah oui. Parce que tu vis jamais les mêmes journées, j'imagine. Moi, le souvenir qui m'a le plus marqué, c'était en fait un de mes premiers jours où je faisais du social, et c'était le matin ou la nuit, je ne sais plus, parce que j'avais fait le premier centre d'accueil de tous les refusés de Montpellier dans tous les centres d'hébergement. Ok. L'hiver. Parce que les centres d'hébergement, t'en as plein où il y a des gens, déjà ils sont pleins et tout, et nous on avait créé un système où ils pouvaient venir, mais pas dormir, mais passer la nuit, boire un café et tout. Et la première fois où je me mets face à un sans-abri ou à une personne en difficulté, parce qu'il n'y a pas que des sans-abri qui viennent, la Croix-Rouge française, c'est quelque chose d'impartial. C'est-à-dire que si quelqu'un il arrive en Ferrari, tu dois lui donner un café autant qu'une personne qui est en galère. Tu ne sais pas en fait, tu ne juges pas. Et je sers le café à la personne, et c'était la première fois où je donne un café à une personne. Je prends mon café, elle me jette à la gueule. Elle me dit, il n'est pas assez chaud. Je ne réagis pas. En plus, à cette époque, j'étais quelqu'un de super impulsif. Ça ne se voit pas là, mais j'étais un peu nerveux. Moi, je suis quelqu'un de très nerveux à la base. Et je dis rien. J'avais la tenue avec moi de la Croix-Rouge. C'était quand même un acte fort qu'on me lance un café. Je refais un café chaud et je lui resserre. Et moi, la première chose à laquelle je pense, c'est il faut que je comprenne pourquoi il a fait ça. Je suis là. Je suis en train de t'aider. Si je ne suis pas là, qui va te donner un café? Tu sais, des fois, ton ego, il monte. Tu es une pauvre merde. Il y en a beaucoup qui penseraient ça. J'ai rien dit, je l'ai pensé. Après, je suis allé le voir. J'ai dit, c'est quoi ta vie, toi? Il m'a expliqué. Sa galère. Il s'est excusé. Et là, j'ai compris que dans la vie, et je le dis à toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, ouais, moi j'aide les gens, mais j'ai rien en retour. Bah, n'aide pas. Si tu veux aider quelqu'un, et qui que ce soit, n'attends jamais de merci et de retour. Et j'ai appris ça. Et ça a changé toute ma vision du côté social, humanitaire, de ce que je fais dans ma vie. Moi, je m'en fous complètement qu'on me dise merci. La seule chose que je demande, c'est qu'on me respecte. Mais là, il a manqué de respect, je suis allé le voir, j'ai compris. Et c'est à moi. Si moi je donne de mon temps, si moi je fais des choses pour les gens, que ce soit un ami ou ta famille ou ta femme ou un sans-abri, hein, si tu aides, n'attends jamais de merci. C'est ta responsabilité, c'est toi qui veux le faire. Si tu attends un merci, ça veut dire que tu le fais par intérêt, avec une attente. Et ça, c'est en général, c'est très vicieux comme comportement. Donc dès le premier jour, c'était pas le premier jour de la Croix-Rouge, hein, mais c'était le première premier fois. café que je donne. Ok. Rapidement, tu peux rappeler, parce que l'émission de la Croix-Rouge, c'est quand même assez divers. Ouais, t'en as beaucoup. En fait, tu as deux visions de la Croix-Rouge. Enfin, c'est pas deux visions, c'est deux missions. Tu as le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge, qui est basé en Suisse. Lui, il agit en temps de guerre. Ok. Conflit. Et après, tu as la Croix-Rouge, simple, je ne me rappelle plus du nom,
Mais sur la Croix-Rouge, il y a un autre nom, la Fédération française de la Croix-Rouge. Non, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, qui elle agit en temps de paix. Donc c'est le côté humanitaire. C'est-à-dire c'est toutes les Croix-Rouges que tu vois dans le monde qui va agir pour soulager la population, venir en aide et tout. Et dans ces activités-là, dans ce côté en paix, tu as aussi des fois du secourisme, tu as des choses. Et chaque ville en France va avoir des différences. Par exemple, à Paris, la Croix-Rouge peut avoir ce côté comme le SAMU. À Montpellier, elle ne le fait pas. Tu vois, chaque entité a sa propre autonomie, régie par des règles et des principes. Mais ça peut être du secourisme, du social, de gestion de risque, de l'ambulance, du SAMU, etc. etc. Ok. Et c'est pendant cette mission, toi, à la Croix-Rouge de 15 ans, que d'une certaine manière, tu as commencé à entreprendre des choses. Tu parlais juste avant du centre informatique que vous avez créé. Oui, en fait, moi, j'ai toujours fait les choses sans comprendre pourquoi je les faisais. Ok. À cette époque, moi, je le faisais pour faire. Ça a aidé, mais j'étais pas dans un calcul où je comprenais pas ce que je faisais. Moi, je faisais comme ça. Mais à côté, je travaillais. Je faisais des ménages, je travaillais au pont funèbre. Moi, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai fait énormément de petits boulots. Et c'était ce côté bénévole. Voilà. Et quand j'ai travaillé dans la communication, c'était promouvoir les activités de la Croix-Rouge française pour pouvoir, non pas rentrer des sous, mais recruter des gens. Avoir plus de volontaires, de bénévoles, ce genre de choses. Ok. Donner une belle image, quoi. Oui, à travers la communication. Donc 15 ans se passent. Qu'est-ce que tu fais après? Alors, pendant que j'étais dans ce truc-là, tu te rappelles au début, je te disais que j'avais un problème matériel quand j'étais petit. Oui. Et en fait, moi, j'ai toujours pensé, parce que c'est comme ça qu'on fonctionnait, que le matériel, en fait, c'était la solution pour ne pas avoir de problème. Quand je dis matériel, c'est l'argent. Après, en même temps, je suis issu d'une maman commerçante, donc bénéfice. Donc j'ai toujours eu un petit côté qui aime le business quand même. Et en fait, moi, j'ai une passion, en dehors de tout ce que je fais, c'est que j'aime bien acheter quelque chose et le revendre. Ok. Tu vois, c'est quel que soit le produit, j'en ai rien à cirer. Mais j'aime acheter quelque chose au bon prix et le revendre au bon prix. J'avais mon chien qui est là. Je croyais que le chien, il avait passé. Ah, non. Allez, va là-bas. Et coupe pas, ça. Ouais. Et du coup, en fait, je voulais gagner beaucoup d'argent. Je voulais devenir millionnaire. Je suis jamais devenu. Et j'ai créé une boîte avec quelques salariés. Et je pensais que j'allais révolutionner le monde, mais j'ai révolutionné que dalle. J'ai fait du chiffre, j'ai réussi mon coup, mais j'étais tellement un mauvais gestionnaire. Je ne savais pas ce que c'était être chef d'entreprise. Je n'ai pas appris, je ne me suis pas renseigné. Je pensais que j'étais plus fort que tout le monde et qu'il fallait que j'apprenne rien de tout le monde. Je me suis planté. C'est quoi qui a fait précisément, si tu veux nous partager, qui a fait que ça n'a pas marché ou est-ce que c'est la masse salariale. La masse salariale. Oui, la mauvaise gestion des salariés, pas en termes de management, mais en termes de gestion financière. J'ai ramené beaucoup d'argent, mais il était pompé en fait par la masse salariale. Non pas qu'il prenait trop d'argent, mais c'est juste que je n'arrivais pas à gérer ça. Et moi, j'étais tellement préoccupé par rentrer l'argent que je me suis quand même oublié. Et c'était devenu une obsession. Et si on fait ça pour l'argent, ça fonctionne pas pour toi? Si, on peut le faire pour l'argent. En tout cas. On peut le faire que pour l'argent. Parce que moi, je fais partie de ces personnes, même si je fais beaucoup de social, j'ai fait de l'humanitaire et tout, que l'argent, en fait, on ne peut pas nier que c'est important. Et que les gens qui disent ça fait pas le bonheur, arrêtez. Moi, je sais ce que c'est de ne pas en avoir. Et des fois, même si j'ai grandi avec de l'amour, de la confiance et tout, ça peut aider quand même. Voilà, ça t'enlève un poids quand même quand on a. Ça donne le choix. C'est pas la même logistique, tu vois. Okay, Tu peux galérer, mais dans un environnement où tu es bien. Tu vois. Mais galérer dans un environnement où tu n'es pas bien, c'est encore plus dur. Donc c'est un moyen. Et ce moyen-là, il faut aller le chercher. Et moi, c'est dans mes gènes, c'est comme ça, c'est dans mon sang. Moi, j'aime aller chercher l'argent. Mais par contre, proprement. Sans jamais arnaquer personne. Et de manière tranquille, quoi. Et j'ai perdu ce fil-là, parce que ça veut dire que j'avais une obsession pour ça. Et du coup, je me suis planté. T'es passé à autre chose, du coup, après, de suite, nouvelle activité comme ça, Oui, j'imagine, dans les faits, ça serait trop facile. Je suis passé par une faillite.
Ouais. Voilà. Toutes les procédures qui vont derrière. Les procédures qui vont derrière et tout, mais j'étais tellement dans mon nuage que même ça, j'arrivais même pas à le vivre. Du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui vient dans ta société, bonjour monsieur Corry, votre société est à moi pour l'instant. Elle est à toi, garde-la, hein, tu vois. Quoi. Oui, oui. Voilà, je me suis complètement oublié, burn-out. Ouais. J'étais déjà avant, parce que j'avais eu la naissance de mon grand en même temps, qui avait un problème de santé aussi. Enfin voilà, il y avait tout en même temps. Et pendant 3-4 mois, je me suis complètement isolé. Problème d'ego. Je suis pas fait pour être entrepreneur. J'avais ça, je n'ai pas su gérer, donc culpabilité, tout ça, blablabla. Et là, rien à voir avec mon burn-out et mes problèmes. Là, je fais un malaise un jour en train de conduire où j'ai une lésion au cerveau. Voilà. Là, je perds la parole. Je sais plus comment je m'appelle. Une lésion au cerveau, quoi. Là, c'est le début de ma nouvelle vie. La fameuse nouvelle vie, on y vient justement. Comment ça s'est passé hospitalisation, je suppose En fait, je fais un malaise, je m'arrête et mes années de secourisme m'ont sauvé. T'as les bons Parce que je me réflexes. suis protégé. Ok. J'ai arrêté la voiture, j'ai arrêté la première en voiture. J'ai dit, écoute, je suis avec le centre 15, parce que le centre 15, je leur ai passé le SAMU un bilan complet de ce que j'avais. Je savais pas ce que j'avais, mais moi je pensais que je faisais un AVC. C'était les mêmes symptômes presque. Ça s'est manifesté comme. C'est arrivé d'un coup si Non, pas... tu es en train de conduire et tu as des fourmis sur la jambe droite. Tu sais, un peu comme si tu avais le pied Engourdi. ouais, engourdi, sauf que ça dure un peu plus longtemps que d'habitude. Ok. Tu vois, et là je me dis, c'est bizarre quand même. Donc je fais tout, j'enlève ma chaussure et tout, je m'inquiète pas. Hein. Par contre, quand ça s'arrête à la jambe et que ça passe au bras, là je me dis, il y a un problème. Les voyants sont pas bons. Et ça s'arrête au bras et ça passe à la tête, Mm. mais que d'un côté. Là je me dis, je suis en train de faire un AVC. Et tout de suite, je me suis arrêté, j'ai appelé le SAMU. J'aurais passé un bilan complet où j'étais, Enfin, je n'ai même pas dit où j'étais parce que je ne savais pas. J'ai arrêté quelqu'un, je lui ai dit, tu fais attention, je vais sûrement peut-être tomber dans les pommes. Tu sais faire? Il me dit oui. J'ai dit, ok, je te passe mon téléphone, c'est le SAMU, et ils vont t'expliquer ce qu'il faut faire. Tu ne raccroches que s'ils te le demandent. Et j'ai attendu. Mais je ne suis jamais tombé dans les pommes. Et je lui avais dit d'appeler mon frère sur mon téléphone. J'ai vu mon frère, les pompiers sont arrivés. À partir de ce moment-là, je ne comprends plus ce qui m'arrive parce que mon cerveau il part en couille. Hein. Et j'arrive à l'hôpital. On me dit... à quel point je suis un toxico du tabac. Je vois ma mère et mon frère qui étaient là et je comprends pas tout, tu vois. Ma mère me parle, elle me parle, parce que moi je parle 3 langues, français, arabe, wolof. Wolof c'est la langue du Sénégal. Ouais. Elle me parle en wolof, je regarde, qu'est-ce que ça raconte? J'avais perdu la langue. Elle me parle en arabe, je comprends rien. Je dis, mais je l'ai engueulé, je dis, arrête de me parler comme ça, c'est bon quoi. Je sais que j'ai un problème au cerveau, mais tu vas pas abuser quand même. Mais j'avais perdu l'arabe et le wolof. Elle me parle en français, là je comprends. Mais j'étais complètement débousselé. Moi j'étais à l'époque un peu claustrophobe. Ok. Je suis toujours un peu, mais ça va mieux. Et ça va mieux depuis que je suis resté 6 heures dans un ascenseur coincé à Paris avec 5 personnes. Donc ça m'a libéré en parler de ça. aussi. et du coup on me fait faire un IRM. Moi IRM, dans l'état où j'étais. Dans le Je vois tube. ouais, voilà, en fait, quand tu te rends pas compte, mais quand tu fais un IRM, en fait, tu n'as que la partie qu'on te scanne, on va dire, qui est enveloppée. Oui. Qui est tête, mais moi, c'était la tête. C'est la tête. Et je voulais ressortir, ils m'ont attrapé et tout pour le faire. Ça dure 10 minutes, le truc. T'imagines pour eux? Ah, Bon, oui. bref. Je sors et je vais sur le lit. Et là, tu as la neurologue qui vient me voir. Elle commence à me dire, ouais, vous n'êtes pas passé loin de la mort, vous avez une lésion au cerveau, nanana, 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 nanana. Je lui dis, ok. C'est bien. Comme ça. Il y a mon frère et ma mère à côté. Je fais, avant qu'on fasse tout ce que vous m'avez dit là, est-ce que je peux juste sortir fumer? Le sens des priorités. Ah ouais, je voulais fumer. Ça faisait au moins, je sais pas, au moins 10 heures que j'avais pas fumé. J'en pouvais plus moi. Et là, elle a dit toxico, clope, patch, tac. Ils m'ont mis je sais pas combien de patchs et tout. Ils m'ont truc et j'ai passé la nuit la plus horrible de ma vie parce que j'ai une migraine comme jamais on peut en avoir, tu vois. Ok. Sauf que je pouvais pas parler, je pouvais pas me lever et je voulais juste un Doliprane. Et j'avais soif, mais c'est comme s'ils voulaient pas me le donner, tu vois. Mais en fait, ça se trouve, j'ai crié, j'en sais rien. Et voilà, le lendemain, je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça allait mieux, ça commençait à aller mieux.
Et t'as un chef neurologue qui rentre avec toute son équipe, un peu comme dans les films, qui prend un chargeur comme ça. Il me dit c'est quoi ça? Comme ça. C'est une vache. Et là, je regarde le chargeur, je dis non. Et là, je m'énerve. J'ai vu qu'il m'a niqué. Oui. Et il a dit bon, allez, traitement, tac, 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 c'est pas fini. Et ponction lombaire. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Non, Ouais, du bon. tout. Bah, j'étais un peu comme toi. Moi, je dis ok, va pour une ponction lombaire. Ça, j'en rigole avec mon meilleur ami quand on en parle. Et ils viennent, un autre neurologue. Monsieur Corré, asseyez-vous sur le lit, oui. Prenez un coussin. Je prends un coussin. Ok, baissez la tête. Et là, je regarde le gars, je fais, excusez-moi, ponction lombaire, ça fait mal. Et là, un médecin, normalement, qu'est-ce qu'il te dit? Non. Non, vous inquiétez pas. Oui, monsieur, ça fait très mal. Je dis, ah, mais on va vous insérer une aiguille dans le dos pour aller prendre votre moelle épinière. D'accord. Je dis, oh putain. Il me le fait. Ah, franchement, c'est une douleur. Moi, je plains les femmes. C'est un peu comme, j'imagine, hein, les péridurales, tout ça, tu vois. Oh, ça rase. Ah, ça fait mal ce truc. Et je fais ça. Et du coup, comme ils m'ont fait ça, j'ai dû rester 2 semaines, un peu plus longtemps à l'hôpital parce que sinon, tu peux avoir des problèmes de dos. Je suis sorti 2 semaines après. J'avais pas le droit de conduire. J'étais sous traitement épileptique. C'est la forme que ça a pris, c'est une crise d'épilepsie partielle, ça s'appelle. Et je ne pouvais plus conduire à cause du traitement. Il fallait que je travaille. Et là, j'ai pris un travail j'habitais à Palavas-les-Flots, un travail dans un resto où j'étais serveur. Et j'ai commencé comme ça. Je suis revenu. Cette nouvelle vie. Nouvelle vie. Juste pour revenir après, avant de passer à autre chose, sur cette phase de 2 semaines que tu passes à l'hôpital, à quoi tu penses à ce moment-là? Rien. T'es sur un voulais nuage partir. Je pensais qu'à fumer. Qu'à fumer et partir de Ouais, là. je le dis. Hein. Ah, j'ai fumé aux toilettes et tout. Moi, j'ai trouvé toutes les techniques Non, je voulais partir. J'étais seul dans la chambre, je m'ennuyais. Et surtout que j'étais dans un endroit où tu avais des gens à côté qui avaient des vrais problèmes de santé, quoi. T'entendais des gens crier et tout. C'est le côté neurologue. Hein. Tu vois, donc voilà, j'étais complètement perdu. Complètement perdu. Je voulais juste sortir de là-bas. Et c'est en sortant de l'hôpital que tu as pu commencer à réfléchir. Quel est un peu le schéma mental que tu as adopté? J'en avais aucun. Je subissais, j'étais pas guéri à 100%. J'ai travaillé parce qu'il fallait subvenir aux besoins de la famille. À l'époque, j'étais avec la maman de mon grand. Et j'ai trouvé un travail à 200 mètres. Et il fallait s'adapter déjà physiquement au travail. Avec le traitement. Le traitement que je prenais, c'est un peu, tu le prends, tu as envie de dormir, mais tu as envie de tuer tout le monde en même temps. Ah oui, d'accord. Voilà. Et, mais tu as envie de dormir pour de vrai. Hein. Et moi, je faisais ça, je le prenais juste avant mon service. Parce que c'était les horaires qu'on m'avait donnés. Après, je me suis adapté. Je le prenais après mon service et le matin tôt. Et j'ai appris à travailler, à me refaire du lien social et tout. Et c'était un restaurant d'été. Et après l'hiver, j'ai continué à travailler. Et là, quand la charge physique est partie et que le rythme s'est calmé, c'est là que j'ai pris conscience de ce qui m'était arrivé. Ah, pas avant, pas du Pas tout. avant. J'avais pas le temps. Waouh. Et comment ça s'est passé justement quand c'est violent. Anxiété internationale sur la peur de la mort. Ok. J'avais une image qui était figée dans ma tête, c'était celle de mon fils. Il avait 3 ans ou 2 ans et demi à peu près. Qu'est-ce qu'il va devenir si je suis plus là? Je faisais des crises d'angoisse sans que personne ne le voie au travail. Intérieurement, c'est ça? Intérieurement, ouais. À pas me sentir bien et tout. Peur de la mort. Mais pour toi ou pour justement tes proches et tout? Pour mon fils. Essentiel que pour Que mon fils, je veux que lui à l'époque. Oui. C'était que mon fils. Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va devenir? Et ça s'est manifesté, tu penses, parce que... Attends. Ah, si tu dois décrocher, pas de souci. Non, c'est pas grave, raccroche. Il est ouf, lui. Il a pas tout compris, mais c'est pas grave, on coupe pas. Non, ça reste... Attends, Alba, non, tu peux pas venir. Non. Oui. Avec toi. Non, ma chérie, tu peux pas venir avec moi. Si. Si jamais, Oui. tu pourras la... T'inquiète pas. Ok. Vas-y, attends. Bouge pas. Faut pas toucher. C'est pas authentique, hein.
Ça, Ah ouais, Alba. c'est pour ça qu'on voulait C'est faire mon ça à chaque petit fois. bijou. Par Du- contre, il faut pas que tu parles. Et du coup, on en était où? Tu réalisais du coup cette expérience de la mort que tu avais vécue. Ouais, voilà, en fait, Euh. je me suis fait des films, en fait. Hein. Je suis parti dans des cas très compliqués qui servent à rien et tout. Je me suis imaginé que j'allais mourir et tout. Donc, et ce qui me faisait tenir, c'était mon fils. Hmm. Et après, au fur et à mesure, ça a commencé à aller mieux. Et à un moment, j'ai eu un déclic où j'ai transformé cette peur en force. En gros, bah oui, je veux mourir, c'est bon, je l'ai conscientisé, mais maintenant on va faire ce qu'il faut, Ce qu'il faut pour. bah, pour être heureux. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dans quelle Alors j'étais direction toujours tu- La restauration. dans le resto, je fais la rencontre de la maman de mes 2 autres enfants, qui étaient aussi dans ce restaurant-là, et je commence une nouvelle vie. Et je reprends tout doucement les choses en main. Au début, je voulais faire du business, j'achetais des vêtements d'occasion. À l'époque, c'était à la création de Vinted. Oui, oui. Tu vois, je vidais des garages à Montpellier. Je disais, allez, t'as ton garage là, allez, 200 balles. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Et, super négociateur, moi. Côté Ah ouais, commerçant, le côté vendeur, laisse tomber. Mais ce que j'aime, là où je suis plus fort, c'est dans le côté achat. 200 euros, non, 300, 200. Bon, allez, 150 sinon. Non, allez, c'est bon, 200. Et je vidais, et il y avait par exemple, on va dire, 1000 vêtements. Et j'allais aux puces, et je les revendais 2 euros la pièce. Mais je le faisais la journée. Ça me faisait 2000. On en revient au 2200. bénéfice. Voilà, du coup, au bénéfice. C'est direct, il n'y a pas de blabla. Et je faisais ça avec la maman de mes enfants, Aurore. Et j'ai arrêté le restaurant et après on a monté une petite friperie sur la ville de Palavas. Et après j'ai repris un commerce, un pressing que ma mère tenait. Et j'ai dit, bah tiens, je vais faire la friperie, le pressing, et je vais travailler avec ma mère. Et comme ça, bah, ça va me réapprendre à entreprendre, mais de plus petit, quoi. hmm. Et voilà, pour cette partie-là. Nouveau départ, du coup, nouvelle vie. Et t'as Ouais. fait ça. Du coup, aujourd'hui, tu as une partie encore de ces activités. Non, ça fait faire 1 an et demi que j'ai arrêté le pressing. Ouais. Et c'était un jour, j'étais au pressing et j'ai eu l'idée de publier sur LinkedIn. J'étais pas trop réseau, moi, plus consommateur. Mais je savais que les réseaux, ça rapportait de l'argent à l'époque. Parce que, enfin, c'est pas de l'argent, mais ça générait des opportunités. Hmm. Et moi, quand j'avais 20 ans, j'organisais des soirées via Facebook. Je disais à tout le monde, vous me donnez tous 20 euros. Je sais pas, ils étaient 20, ça faisait 400. Et j'allais voir une boîte de nuit. J'ai dit, pour 20 personnes, combien tu me fais les bouteilles? Ils me disaient, bah, 200. Moi, je me faisais 200. Ok. Et ils venaient VIP, tout ça, tu vois. Ouais, ouais. Et voilà, je négociais comme ça. Ou 3 bouteilles au lieu de 2, tu vois. Et j'ai toujours aimé ça. Moi, je faisais des soirées chez moi où je faisais. Tu vois, t'en as beaucoup qui vont t'inviter faire des barbecues, tout ça. Donc, je faisais payer le petit 5 euros l'entrée quand même. Tu Ouais, vois, toujours déjà- bénéfice. Ouais, bénéfice, mais sans pour eux. Mais c'était pour. Et j'expliquais aux gens. Ils savaient, je me fais un petit bénéfice, mais je vous mets bien. Oui. Voilà. c'est- On cotise, 5 euros, ça va, tu vas pas Ouais, pleurer. bah oui. Ok. Des fois, ils donnaient 10, je dis ok. Hein. Voilà, mais c'est pas pour la prochaine soirée, hein, c'est pour maintenant. Et du coup, je faisais ça. Et un jour, comme ça, au pressing, je dis tiens, je vais publier. Moi, LinkedIn, il m'a fallu déjà 2 jours pour me rappeler de mon mot de passe. C'était un réseau à l'époque où je cherchais un boulot. Et je fais une publication comme ça, et qui fait 2 millions de vues, la première. La première. Ouais. Et en fait, je voulais re-aider les gens, mais je savais pas de quelle forme. Je suis tombé par hasard sur LinkedIn. Hein. C'était une notification. J'ai dit tiens, je vais aller là-bas. Il y a beaucoup de gens qui galèrent, emploi, chef d'entreprise, tout ça. Et j'ai juste fait candidature refusée 4 fois, candidature acceptée, l'échec, c'est de l'entraînement. Et ça fait 2 millions de vues. J'appelle mon meilleur ami. Je dis il y a un truc qui se passe là. Parce que ça fait 2 millions de vues dans la journée. Hein. C'est pas Oui, sur le sur temps. plusieurs semaines. Je prends 10 000 abonnés
comme ça, de 0 à 10 en 2 jours. Ouais. Et je dis, il y a un truc qui se passe. Et j'ai jamais arrêté. 6 mois, je prends 100 000 abonnés. Plus grosse explosion LinkedIn en France. Propre, sans voler les posts. Parce qu'il y a des... On connaît. Ouais, j'en connais plein d'ailleurs. Et à toutes ces personnes-là, super. Je pourrais au moins taguer. Mais je vous en veux pas. Parce qu'il vaut mieux être volé que volé. Copier et jamais égaler, on dit. Exactement. Et c'est pas que des petits, il y a des gros aussi. Voilà. Qui font des émissions aussi. Où ils donnent des subventions. Ah, Voilà. on commence à... Ouais. Et clients de grosses agences de com. Donc du coup, en fait, je fais ça. Et ça va très vite. Je suis toujours au pressing. On me élu Top Voice. Des trucs qui servent à rien. Des trucs Lego, LinkedIn, je le dis à haute voix. Tout ça, c'est pour la branlette du cerveau. Ouais. Et ça va très vite. Et moi, donc avril 2021, je commence. Décembre, j'ai 100 000 abonnés. Janvier, Top Voice. Et je dis, tiens, il faut que je lance mon podcast. Je vois un jour... je savais pas ce que c'était podcast à l'époque. Je vois un jour Gaël, mon fils. Bon, alors moi, le tennis, je connais rien. Je connais Gaël, mon fils. Qui fait un post sur LinkedIn et qui dit à tout le monde comment on fait pour réussir sur ces réseaux. Tous les lèche-culs du réseau qui veulent salut, bienvenue, salut, bienvenue, salut. Moi, je fais un commentaire, je fais déjà remercie les personnes qui t'ont fait un commentaire. Et là, tu vas pouvoir peut-être réussir. Il rigole. Je lui envoie un message, je fais tu veux passer sur mon podcast? Il me dit oui, demain je peux. C'était en visio là. Ouais. Et j'ai dit ah ouais, il faut faire ça. Comment je vais faire et tout? J'apprends tous les systèmes de logiciels, tout ça. Et du coup, ça s'est fait. Voilà, je t'en ai trop raconté. Putain, on est allé trop vite là. Non, mais voilà, ça s'est fait comme ça mon premier avec lui. Ok. Qu'est-ce que tu racontes après d'autres sur LinkedIn ton premier post du coup, Au départ, en fait. qui est le nom de ton livre, on en Ouais, verra juste t'as après. vu, c'est un truc de. En fait, au départ, je vois qu'il y a une brèche. Personne parle de motivation. Tout le monde est très. Comment on appelle ça? Très. Emploi. Personne ne parlait de management encore. Il y en avait un ou deux. Emploi, comment faire un CV. Des trucs super institutionnels, des choses un peu compliquées. Et va là-bas, allez, va là-bas. Et du coup, en fait, je me dis, je vais parler de motivation. Et moi, ce que je fais, c'est que je parle avec mes mots. C'est ce que je fais encore. Je ne changerai jamais ça. J'ai essayé un peu de faire le gars qui veut faire un peu comme tout le monde, mais ça marche pas. Je parle avec mes mots. Et moi, au départ, je faisais que du texte. Pas d'image, tout ça. Ce que je pensais, je l'écrivais. C'était une phrase. Ça faisait des 10 000, 20 000 likes. Et moi, c'est hallucinant. Mais quand je faisais ça, ça énervait les autres créateurs. Ceux qui étaient là depuis longtemps. Qui ont vu ma progression. Ah, je me suis fait défoncer, moi. Ah, moi, je me suis fait... À LinkedIn, il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait plus défoncer que moi. Retourne dans ton pressing, repasse tes chemises et laisse les pros faire. Ah ouais, les gros créateurs, et créatrices surtout. Et c'est violent quand même. Ouais. Violent, t'as vu ce que j'ai vécu dans ma vie, moi. Moi, la violence, je l'ai connue en vrai, quoi, tu vois. Ouais. Pas digital. Pas digital, moi, c'est rigolo, tu vois. Ouais. Et plus ils m'attaquaient, plus j'allais dans leur sens. Une fois, j'ai fait un post avec juste « ça va aller ». 8000 likes sur LinkedIn. Et moi, plus tu vas m'attaquer, plus je vais aller dans ton sens et je vais te montrer qu'en fait, ta jalousie, c'est juste de l'admiration déguisée. Tu vois, tu m'admires en fait, c'est lui qui m'aime le plus. Mais il est tellement dégoûté de ne pas y arriver qu'il va croire que c'est ma faute parce que lui, il n'y arrive pas. Du coup, il me défonce. Bon, maintenant, ils sont loin derrière moi. Ah ouais, j'aurais mis une claque. Mais j'ai jamais eu cet objectif. Mais ils m'y ont forcé. Et aujourd'hui, quand ils me regardent, parce que je les ai croisés en vrai tous, j'ai eu un sourire, j'ai dit, vous êtes nuls. Ils me disent pourquoi. J'ai dit, parce que si à l'époque, vous étiez venus en amis, vous aurez grandi avec moi. Parce que de nature, j'étais plus fort que vous.
Parce que c'est ma vie qui m'a amené à être plus fort que vous. C'est pas que je suis plus fort que vous dans votre domaine. Mais en communication, sur LinkedIn, il n'y a pas plus fort que moi. Ça, je le sais. Il va falloir des années pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive au niveau que j'ai eu. Et tous ceux qui réussissent aujourd'hui sur LinkedIn, ils s'inspirent de moi. En France. Hein. Et c'est tout le monde. Hein. Et même les gros et tout. Qui, au départ, ne voulaient pas faire comme moi, parce qu'ils jugeaient que c'était de la communication simpliste. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Moi, j'ai toujours compris que la communication, c'est très simple. Un émetteur, un récepteur. Tu traces un trait entre les deux, c'est ton message. Moins tu vas le compliquer, plus il va être adressé rapidement. Et moi, c'était ma façon de communiquer. Et j'ai toujours été simple, cool et rapide. Je vais à la conclusion directe. Pas besoin de raconter ta vie. Pas besoin d'expliquer. Comme si tu prenais les gens pour des teubés et ils n'allaient pas comprendre. Non, tu leur donnes ta conclusion. Voilà. C'est quoi, du coup, c'est ce côté-là qui t'a fait exploser sur... Sur LinkedIn, ouais. Parce qu'en fait, je suis venu, j'ai cassé les codes du réseau. Salut, cher réseau. Voici aujourd'hui la méthodologie A342 pour gérer ses salariés. Comment te salarier pour avoir mon e-book? Ouais. Moi, j'ai fait une punchline sur LinkedIn qui a résumé tout le management. Alors, recruter, c'est bien. Garder ses salariés, c'est mieux. Elle a fait 5 millions de vues. Et 5 millions sur LinkedIn, c'est pas rien. Alors, sur Insta, c'est rien. Hein. Mais sur LinkedIn, c'est énorme. Elle m'a ramené 90 000 abonnés, cette publication. C'est beaucoup. C'est quoi les conclusions que tu tires quand une publication comme celle-ci marche? C'est que tu as soulevé un point justement qui... Bah déjà, en fait, moi, je suis pas hypocrite. Moi, je suis en accord avec ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je suis pas le plus fort, le meilleur dans ce que je dis. Mais ce que je dis, je l'ai vécu, moi. Moi, mes mots, je parle avec des mots qui ont des cicatrices, tu vois. Je parle pas pour plaire ou quoi que ce soit. Moi, j'accepte le fait de me faire défoncer. D'ailleurs, j'adore, parce que c'est comme ça que tes publications elles fonctionnent. Mais je cherche pas non plus à être clivant. Je dis juste ce que je pense à la manière dont je le dis. Je cherche pas à m'inventer une vie, tu vois, à être meilleur que quelqu'un ou... Non, j'ai une idée, j'ai une expérience. En plus, j'ai souvent ramené les choses à l'expérience que j'ai vécue. J'ai été mauvais manager. Qui, mieux qu'un mauvais manager, peut t'expliquer comment mieux manager? Voilà. Toute légitimité derrière... Ouais, j'ai mal fait ça, je vous explique comment j'ai fait pour être mieux. Voilà, un peu de remise en question. Aussi, moi j'ai été le premier qui a partagé ses échecs sur LinkedIn. Je ne suis pas arrivé en disant je suis plus beau, le plus fort et tout. Non, non, j'ai fait de la merde. Et c'est ce qui m'a aidé à être meilleur aujourd'hui. Tu vois. Et pour réussir sur les réseaux, c'est ça en fait. Il faut que tu parles avec authenticité et régularité. Si tu n'as pas de régularité, tu n'existes pas. C'est quand tu publies qu'on te voit. Du coup, régularité depuis fin 2021 maintenant? Ouais, moi j'ai jamais arrêté de publier sur les réseaux. Surtout sur LinkedIn. Bon là je me suis calmé sur LinkedIn parce que c'est bon. J'ai fait le taf. Il y a une belle ressource, là, on peut aller sur ton profil, on aura de quoi écrire un livre justement. De quoi? On peut aller sur ton profil et on aura de quoi retrouver. Moi j'ai parlé au départ d'emploi, motivation, toujours avec un côté motivation. Après je suis passé au management, où j'ai exposé. Après je suis passé à mon histoire. Et aujourd'hui j'alterne développement personnel et management. En fait, il y a des gens qui s'occupent de ma com, ils pourront te le dire. Je n'ai pas de ligne édito. Moi, je publie quand j'ai envie. Je ne me dis pas à 20h, il faut que je poste. Je ne sais pas préparer mes publications à l'avance. Même mes vidéos, c'est à l'instant T. Des fois, ça va être le matin, des fois le soir et tout. Je prends mon téléphone, je prends mes micros et je dis tiens, je vais faire une vidéo. Des fois, je demande à mes enfants, donnez-moi une idée. Parce que des fois, les enfants, c'est beaucoup plus percutant que les adultes. C'est plus réel, quoi. Et je publie quand j'ai envie. Et je ne me suis jamais mis une pression. Ouais, c'est toujours naturellement quand tu as quelque chose... Ce qui fait que des fois, je ne publie pas. Hein, parce que je n'ai pas l'inspi, je ne publie pas. Ça m'est arrivé presque pendant 1 an, là. Où je n'ai pas fait de vidéo pendant 1 an. Mais ouais, LinkedIn, je suis arrivé peut-être au bon moment aussi. Mais il y avait trop de... Pas de vieux en âge, hein,
mais ils se reconnaîtront. De vieux aussi en âge. C'était bridé encore comme réseau social quand même. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, même aujourd'hui, quand tu regardes le réseau, moi, je suis persuadé que dans 1 an, 2 ans, si LinkedIn ne fait pas quelque chose, il va mourir le réseau. Il n'y a pas eu une mise à jour de police, même depuis 1 an. Sur Insta, quand même, t'as des choses qui changent, tu vois, ça, même visuellement, tu vois, mais il n'y a rien qui change. Ouais, c'est vrai. Et ça bouge pas. Ils ont fait un truc avec l'algo de la vidéo, ils sont complètement plantés. En fait, c'est comme si, mais c'est un peu comme les gens sur LinkedIn, ils pensent être les rois du pétrole, mais ils n'ont pas capté qu'il y avait d'autres réseaux quand même. Tu vois. Et je vais être honnête, hein, pour moi, LinkedIn, c'est le réseau de ceux qui n'y arrivent pas sur les autres. Ok, intéressant. Pourquoi? C'est le plus facile. Ok. C'est le seul réseau où quand quelqu'un commente ta publication, c'est vu par sa communauté. Sur Insta, c'est pas vu. Hein. Non. Tu vois, sur TikTok, c'est facile aussi parce que l'algo t'amène à vouloir réussir. Mais LinkedIn, t'as vu tout ce qui est passé là en 2 ans? Ouais, comment faire 10 000 euros, comment faire ci, je vais t'expliquer. Les gars, ils ont 200 abonnés, ils vont t'expliquer comment réussir sur LinkedIn. Ça va pas. Ça va pas. Fais-le pour toi. Ouais. Ouais, mais moi, je génère des clients. Ah bon? Pour moi, quelqu'un qui fait trop de publicité, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui n'a pas de clients. De clients derrière. Ça Celui compte qui bien. cherche du client, il n'a pas de client. Ouais, bah ouais. Enfin, pour moi, c'est la logique. Hein. Et ça, je ne l'ai pas appris sur les réseaux sociaux. Ça, je l'ai appris quand je vendais mes vêtements ou à la boutique de ma mère. Hein. Ouais. Tu vois, plus tu fais de la publicité, et c'est dans les cours d'école de commerce et de communication, à part de la publicité pour que tu restes dans l'esprit, comme Coca-Cola qui fait de la publicité. Normalement, ils ne devraient pas. Oui, Ils n'ont pas besoin, mais ils le ouais. font pour rester dans l'esprit. Et aussi pour les impôts. Ouais, Voilà, mais pour réduire le bénéfice. exactement. Mais voilà, question de bénéfice. Mais voilà, c'est communiquer simple et c'est aller à l'essentiel. C'est le Pas de conseil que blabla. tu donnerais à quelqu'un qui se Aller lancerait, à l'essentiel. Pas trop pas surjouer. Tu sais, moi, je dis toujours, il vaut mieux être détesté pour son authenticité que d'être aimé pour une vie inventée. Ça, c'est ma phrase. Voilà, tu vas être détesté, accepte-le, mais quand tu vas être aimé pour de vrai. Ouais, complètement. C'est grâce à cette opportunité-là que tu as pu avoir l'opportunité d'écrire ton livre derrière. Ouais, en fait, c'est même plus que ça, et c'est même par Insta que j'ai eu l'opportunité du livre, parce que moi, en début 2024, je décide de me lancer sur les autres réseaux, donc beaucoup plus tard. Et moi, TikTok, Insta, tout ça, surtout Insta, franchement, j'avais 700 abonnés, mais tu sais, t'es 700 abonnés, ta cousine, ton oncle, ta tante, ton chien, tout ça. Franchement, pour moi, Insta, j'aurais jamais pensé réussir. Pour moi, c'était dur, quoi. Quel dur. Première vidéo, 10 millions de vues. TikTok, pareil. Pam, 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 on fait. Et là, je comprends, parce que dans le business, moi, j'ai appris une chose. Il faut pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et je me suis toujours posé la question, parce que moi, LinkedIn ne m'aime pas. Ok. Ils m'ont pas respecté. Moi, ils ne me respectent pas, LinkedIn. Je suis le seul top voice à ne pas avoir la certification bleue, là, le logo. Ah oui, c'est vrai. En France, je suis le seul top voice qui ne l'est pas. Peut-être parce que j'étais genre en pressing ou que je ne conviens pas au code de la bourgeoisie. Mais on ne me respecte pas. Et pourtant, sur ce réseau, tout le monde s'inspire de moi. Bon, ils ne me respectent pas. Et je me suis dit, bon, vu qu'ils ne me respectent pas, blablabla, blablabla, est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller chercher des communautés autre part? Et aujourd'hui, je dois être un des rares dans ma catégorie à être un peu partout. Et bien partout. Ouais. Et ça a très vite monté partout. Le réseau où j'ai le plus d'abonnés, c'est sur TikTok. Combien? Attends, je sais plus si c'est... Oui, je suis à 475 000. Et je pense qu'avant la fin du mois, je serai à 500 000. Parce que j'ai décidé qu'en octobre, j'aurai 1 million. C'est moi qui décide. C'est pas l'algo ou quoi, c'est moi qui décide si je veux ou pas. Et c'est vachement intéressant comment tu le formules, c'est en octobre, j'aurai 1 million. C'est pas j'aimerais ou... non, c'est je veux. C'est pas une option. J'aurai. Ça ne dépend que de moi. Là, j'avais abandonné TikTok pendant presque 1 an.
parce que voilà, je suis comme ça. Moi, des fois, je peux passer à autre chose et tout. En 2 semaines, j'ai pris 70 000 abonnés. Avec 6 vidéos. Les vidéos, c'est comme tes posts sur LinkedIn, c'est... Ouais, c'est... en fait, on m'a dit il n'y a pas longtemps que j'étais un professionnel du hook. J'ai dû googliser, parce que Pour savoir. je ne sais pas ce que c'est un hook. Et en fait, je l'ai capté Oui, en fait, moi, je suis capté l'attention. Tout de suite. Tu vois, toi, Ouais. tu travailles. Tu vois, je capte l'attention. Et je fais pas... C'est ma fille qui fait du bruit. Alba, arrête. Il va se fâcher, hein. Et du coup, il faut pas lui parler. Et du coup, en fait, je fais des vidéos simples, en fait. Je parle avec mes mots, comme si je parlerais avec toi, là, ou avec mon frère, ou avec quelqu'un dans la rue. Je ne joue pas de jeu. Et c'est qui est le plus dur, hein. Oui. En réalité, c'est le plus dur, hein. Tout le monde aimerait faire ça. Mais moi, c'est nature. Parce que j'ai pas eu le choix. Moi, quand il fallait faire des vidéos au début, au pressing, c'était compliqué. J'avais une demi-heure pour faire une vidéo. Les premières fois, hein, c'était à l'époque, il y avait le bruit du tram et tout, tac, tac, les clients qui allaient arriver. Si je ne le faisais pas de 7h30 à 8h du matin, je loupais. Après, il fallait le faire. J'avais un quart d'heure quand j'allais chercher mon grand à l'école dans la voiture. Moi, j'ai fait des vidéos qui ont fait des millions de vues dans la voiture, hein. Ouais, c'est vraiment le fond, entre guillemets. En plus, je parlais de sujets importants. Enfin, je parlais de management, par exemple, mais dans la voiture. Et tu penses que c'est plus vraiment les sujets que tu abordais qui faisaient, par exemple, en vidéo que ça fonctionnait, ou c'est plus ta personnalité, ta façon de traiter le sujet en question? Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec moi. Ok. Mon meilleur ami m'a toujours dit, les gens, s'ils te suivent, c'est pour toi, hein. C'est pas pour ce que tu dis. Je lui dis, ouais, c'est ça, quand même. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et maintenant, oui, j'ai compris que, en fait, je suis le reflet de ce que je dis. Je t'expliquais pourquoi je dis ça. Prends mon livre, montre à la caméra, et regardez ma tête. Tu peux le mettre à côté, Ouais. si tu veux, comme ça. Là, on n'a pas du tout les mêmes têtes. Et quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais cette tête-là. Et je parlais beaucoup de burn-out. Je vivais un burn-out. Et je donnais des conseils aux gens sur ce que c'est le burn-out. J'étais le reflet de ce que je dis. Et je vivais ce que je dis. Ça change toute la donne. Aujourd'hui, comme je suis bronzé, je suis plus affiné, je suis plus en burn-out. Si je vais donner un conseil sur le burn-out, les gens ne s'identifient pas. Et je ne dis pas qu'il faut être en burn-out pour parler de burn-out, mais j'ai toujours été en alternance, moi. En gros, j'ai mon problème et en même temps, je fais les choses. Tu documentes directement. Ouais. Et pourquoi je parle de neurosciences, on en viendra après aujourd'hui. C'est parce que pour résoudre des problèmes liés à mes problématiques d'anxiété, j'ai fait appel aux neurosciences, j'ai compris comment ça fonctionne et je vais l'expliquer aux gens. Donc je suis en alternance. Je vis le moment, le problème, je le résous et en même temps je le partage. Et souvent, les gens, je leur dis, parce que moi je suis toujours très honnête, mes vidéos, c'est à moi que je parle. Ouais, c'est comme si tu avais un miroir. C'est à moi que je parle. Et tu partages ça sur les réseaux. Et je partage ça sur les réseaux, et ben, du coup, les gens s'identifient, comprennent vraiment ce que je dis. Ils s'identifient mieux du coup qu'à une personne qui peut-être parle de burn-out, mais n'en a pas vécu ou n'en vécu pas. Ouais, en fait, les gens s'identifient à la personne qu'ils ont en face. C'est important de s'identifier. Et ce qui va faire la clé de la réussite, même si moi je ne le cherche pas, après, pour être honnête, moi j'aime bien buzzer tout ça, hein. Moi, à chaque fois que je publie, je sais que je veux que ça buzz, hein. Moi, je ne publie pas pour pas que ça se voit, hein. Sinon, à quoi ça sert de publier? J'écris sur mon carnet, c'est pour moi. Moi, j'aime le buzz, j'aime les likes, j'aime tout ça, je suis en accord avec ça. Moi, j'en ai eu beaucoup, hein. Moi, je faisais des vidéos où tu actualises et ça prenait ça par 100 000 vues, hein. Tu vois, j'ai vécu ce genre de truc, et tu faisais les abonnés, ça prenait par 1000. L'adrénaline des chiffres. 1000. Tu vois, j'ai vécu ce genre de choses. Moi, j'aime ça, j'aime ce côté-là. Mais je le fais pour les bonnes raisons.
Moi, chaque vidéo que je fais, c'est pour buzzer. C'est pas... Parce que si je buzz, ça va être vu et je vais aider plus de monde. Et aussi, si j'aide des gens, et même si c'est vu, ça va me générer des opportunités. Des nouvelles missions de vie, de nouvelles choses à faire. C'est là qu'on en vient, du coup. Au livre, on n'en a même pas parlé, du coup. Non, non. Et un jour, sur Insta, c'était en 2023, mi-2023, je reçois un message sur Insta me disant, sachant que j'avais été ghosté par 2 maisons d'édition avant, quand je dis ghosté, ça veut dire qu'elle me contacte pour faire un livre avec moi. C'est les deux, hein. C'est deux qui font avec beaucoup de trucs, je ne donnerai pas les noms. On s'imagine. Voilà, des petites, qui sont grandes quand même. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et quand, en fait, je dis ce que je veux faire, et pressing, tout ça, ben, en fait, non, en fait, c'est pas si intéressant que ça. Ils me traitent pas trop avec respect, tu vois, social. Je suis pas dans la bonne classe sociale. C'est pas grave, moi, j'abandonne. 6 mois après, je reçois un message d'une personne. Bonjour, monsieur Khoury. Vous nous avez tellement aidé à restructurer notre entreprise avec vos conseils en management. On aimerait vous publier un livre. Moi, je connais rien en maison d'édition. Et je vois Flammarion. J'envoie un message à mon meilleur ami, parce que lui, il lit. Il me dit, c'est quand même un gros truc. Hein. Ouais. Il m'envoie des gens qui ont fait des livres. Je dis, ah, quand même. Et ça s'est fait comme ça. Wow. Et du coup, c'est l'accompagnement d'une maison d'édition, elle prend quoi? C'est quoi la répartition des tâches un petit peu? Toi, tu fais tout le manuscrit? Moi, j'ai tout écrit, j'ai envoyé, ils corrigent les fautes, ils structurent, ils te disent 2-3 conseils, ils publient, ils s'occupent de la vente. C'était un objectif pour toi d'écrire un livre? Ah, pas du tout. Moi, j'ai jamais lu un livre de ma vie. C'est le premier. Moi, j'avais pas d'objectif, j'aurais jamais pensé faire ça. Et même quand j'ai annoncé à ma famille, ils ont rigolé quand même. Ouais. C'était dur comme exercice de... Non. Moi, j'ai écrit mon livre en 4 jours. Wow. Je l'ai dit maintenant. Je l'ai écrit en 4 jours avec ma méthodologie à moi, ma mémoire. Et moi, en fait, je suis très lent et en même temps très rapide. Ça veut dire que avant que ça commence, c'est très long parce que j'ai besoin de visualiser. J'ai besoin de... Je rigole parce que ma fille... Non, on entend. Tranquille. Bon, maman, elle est autonome. J'ai besoin de visualiser, et le jour où j'ai visualisé toute l'histoire, je l'ai écrite en 4 jours. Validé par la maison d'édition. Validé et tout. Et après, moi, c'est pas un livre de fou. Hein. Ça se lit, tu vas aux toilettes 2 fois, tu l'as lu. Hein. Mais voilà, c'est mon histoire. Et chaque chapitre, en fait, c'est 12 chapitres d'éléments clés jusqu'à 2024. Des éléments clés de ma vie, de ma naissance jusqu'à 2024. Décomposé en 12 parties. Je raconte tout et à chaque fin de chapitre, 4 conseils sur ce que j'ai appris, l'erreur, comme les vidéos, ce que je partage. J'ai vécu ça, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je te conseille. Très bien. On peut le retrouver partout. Où tu veux. On mettra les infos en description. Ouais, partout. Amazon ou les librairies, partout. Excellent. C'est l'avantage d'être chez une maison d'édition. Une vraie. Ouais, qui te ghoste pas. Que tu c'est régulièrement d'ailleurs qu'on te voit dans les magasins de quoi un peu partout. Moi, on s'amuse des fois à chercher le livre. Ouais. Voilà, il doit pas être trop dispo, mais en septembre, je pense que ça va revenir. Parce il y a des flux. Ouais, des achats, des trucs et tout. Après, moi, c'est comment s'épanouir dans son travail. Donc, souvent, nouvelles envies, ce genre de choses pendant les périodes de nouvelle année et tout. Tu vois, ils ajustent. Tu as aussi lancé un podcast, du coup, tu en as parlé tout à l'heure. C'était quoi là, pour le coup, c'était autoproduit, c'est-à-dire que c'est toi qui lançais le... En fait, je voulais faire quelque chose comme on fait aujourd'hui, au départ, d'aller chez les gens et les profils atypiques. Et le premier podcast que je fais, c'est une masterclass. C'est Mohamed, le roi du jambon. Voilà, c'était en 2024, je crois, ou 2023, je ne sais plus, fin 2023. Oui. Et premier podcast que je fais, il fait un peu plus de 200 000 vues. Première vidéo que je poste sur YouTube. Ce qui est énorme sur YouTube. Hein, parce que... Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Et voilà, c'était aussi, bon, après c'était masterclass, même si c'était pas du jambon de porc, hein, c'est du jambon d'agneau. Bien sûr. Mais bon, voilà, il a accepté et tout. Et ça je me plais dans cette activité, dans ce truc d'interview. Et je fais les choses encore sans
les comprendre et sans savoir vraiment pourquoi je le fais. J'en fais beaucoup, avec des gens super intéressants. Pas spécialement. La personne que j'ai fait, avec qui j'ai le plus buzzé, c'est la personne la moins connue. Hein. Tu vois, donc comme quoi, il n'y a pas besoin d'inviter une star chez toi. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter les podcasts. Voilà. Je veux m'améliorer. Je veux aller plus dans l'humain. T'améliorer dans quel sens vraiment? Dans l'échange. Les gens que j'ai eus sont super intéressants. C'est pas les gens le problème, c'est moi. Je veux quelque chose de plus authentique encore. Moi, j'ai envie de rendre des gens invisibles visibles, des métiers invisibles visibles, des situations invisibles visibles, des trucs qu'on connaît pas, quoi. Et même du vrai humain, quoi. Je dis pas qu'ils n'étaient pas humains, les gens, mais c'était quand même trop studio vidéo, podcast, truc. C'est bon. Hein. Voilà. Ce qu'on fait là aujourd'hui chez moi, c'est quand même plus de valeur que dans un studio. Tu vois, tu es à la maison, tu entends les bruits, mes enfants et tout. On voit qu'il y en a une qui galère avec ma fille. Tu vois, on se dit quand est-ce que ça va craquer. Mais c'est pas grave. C'est authentique, c'est à la maison. Et ça te fait venir chez moi, ça me fait plaisir. Et moi, c'est ce que je veux créer, mais je veux le faire dans le monde. Dans le monde entier Ouais. Toujours sous le même format vidéo? Je sais pas. Moi, ça viendra au moment... Je sais que je suis pas... Aujourd'hui, les gens n'ont pas vu mon potentiel artistique. Moi, j'ai des visualisations de choses que j'ai envie de faire, mais que je ne peux pas mener encore. Comme si, à chaque fois dans ma tête, c'est pas le moment. Okay. Et moi, à la base, je suis très artistique. J'ai des choses dans ma tête que je pense que je vais faire bientôt, que les gens ne sont pas prêts à voir. En fait, c'est pas qu'ils ne sont pas prêts, mais prêts à voir de moi. Ok, intéressant. Parce que moi, je suis arrivé par le monde du travail. J'ai changé, j'arrive dans le monde perso maintenant. En plus, je dévie sur les neurosciences petit à petit. J'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ça. Je vais bientôt commencer à fond. Mais je ne veux pas ramener les neurosciences comme un spécialiste en neurosciences. Oui, donc le cerveau, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non. Moi, je veux l'amener à ce que les gens le comprennent, mais à ma manière. Voilà. Et ça nous amène du coup sur tes projets à venir. Oui. Tu organises en fin d'année. Oui. C'est la première conférence du coup que tu organises? La première que c'est moi qui, on va dire, organise quoi. Okay. Sinon j'en ai fait plusieurs où c'était dans des événements où j'étais invité quoi. Ok, mais la première vraiment où tu mènes. Ouais, en fait à la base, pour être honnête, c'est même pas pour le contenu que je fais, c'est juste un kiff. C'est le jour de mon anniversaire. Ok. C'est le jour de mon anniversaire, je me fais un kiff et je veux mettre sur scène tout ce à quoi j'ai rêvé. Quand je te disais de l'âge de 7 ans à 30 ans, tout ce que j'ai visualisé, je veux le mettre sur scène. Quand je m'endormais. Oui, les fameux... Tu vois, je veux danser, je veux faire rire, je veux faire pleurer, je veux faire un côté artistique. J'ai un côté artistique qui n'est pas visible, pas beaucoup de gens le voient. Et beaucoup lié au son. Tu vois, moi j'ai un problème avec les instrus. J'écoute beaucoup d'instrus. Et depuis petit, toutes les musiques, même rap et tout, je les écoute que les instrus. Sans les paroles. Sans les paroles. Et souvent, tu prends une musique que tu adores, hein, que tu écoutes beaucoup, écoute que l'instru, tu ne vas pas l'écouter de la même manière. C'est autre chose. Et tu vas aller chercher à comprendre pourquoi il a choisi tel instru. Pourquoi. Et comment l'autre s'est adapté pour chanter ou rapper, par exemple, sur cet instru. Et tu vas comprendre que tout part de l'instru. Tout part de là. Et des fois, même, j'ai des idées de vidéos qui partent d'une instru d'une musique. Directement, je ferai l'exercice. J'ai déjà quelques idées en tête. Ouais, tu vas voir, c'est impressionnant. Ok. Pour cette conférence, du coup, tu vas partager à travers tous ces formats-là, on va vivre la même expérience. Lié à la neuroscience, parce que ça m'a sauvé. Enfin, ça m'a sauvé, ça m'a aidé. Depuis Ouais, depuis quelques mois. En fait, je suis encore dedans. Hein. Là, j'ai eu des problèmes perso et il fallait que je comprenne certaines choses chez moi. Et j'ai essayé de comprendre comment fonctionne le cerveau, parce que moi, j'adore comprendre. Il faut que je comprenne. J'ai découvert certaines choses chez moi, comme mon côté HPI, mon QI, tout ça. Donc je me suis dit, il faut encore plus que je comprenne. Et j'ai compris. Je suis pas un sauveur, mais si je peux aider des gens techniquement, à comprendre leur cerveau et à aller mieux dans leur anxiété, leur dépression, leur burn-out, en fait, dans toutes ces émotions chiantes qui nous pourrissent la vie, ce sera un gain pour moi, parce que moi, j'y ai réussi. Et même dans le comportement. Ouais.
Tu vois, le comportemental, tu vois, comprendre ce que tu fais dans ta vie, même pour apprendre à vendre à quelqu'un, s'il s'intéresse aux neurosciences, c'est super fort. Tout est lié à chaque fois. Tout de toute est lié à façon. ton cerveau. Hmm. C'est ton cerveau. Dis-toi que ton cerveau prend 35 000 à 40 000 décisions par jour à ta place sans que tu te rends compte. Ouais, consciemment, on a l'impression de prendre quelques dizaines de décisions, Ouais, alors que. qu'il en prend 35 000 à 40 000. Et, Ouais. et ton cerveau, toi, par exemple, ou tout le monde, hein, il ne veut pas te voir heureux. Protège. Ok, Ne te intéressant. projette pas. Ok. Tu vois, il ne veut pas te voir heureux. C'est pour ça que tous ceux qui vivent de relations toxiques, par exemple, ils n'arrivent pas à partir. Parce que le cerveau qui te bloque. Il ne veut pas te voir heureux. Donc il ne veut pas te projeter. Pour lui, il a assimilé douleur et relation. Donc il te bloque. Tous ceux qui sont dans des boulots toxiques se font crier matin, midi, soir sur eux. Ils pourraient partir. Mais non, c'est le cerveau qui ne veut pas les voir heureux. Je ne dis pas que je vais réussir à débloquer ça chez les gens, mais leur faire comprendre quand même, tu vois. Hmm. Et le jour où tu comprends et que tu arrives à faire quelques exercices, eh ben, tu vas commencer à aller mieux, parce que tu vas apporter un équilibre. Donc, physiquement parlant, on n'est pas vraiment fait pour être heureux, entre guillemets. Si, mais on va être concentré sur le mal. En fait, dans ton cerveau, tu as l'amygdale, j'ai du mal avec la prononciation, c'est le refuge de tes émotions. Okay, donc quand tu es anxieux, c'est là où ça se travaille. Et en fait, ton cerveau va être mis à mal là. Donc si tu es pas bien, tu es anxieux et tout, c'est cette partie du cerveau qui gère ça. Et elle va prendre le dessus sur le cortex préfrontal, une autre partie du cerveau qui est ta raison, la logique et tout. Hmm. Donc, si toi tu ne viens pas chercher ton cortex préfrontal avec de la logique et de la raison, tu vas toujours laisser l'amygdale jouer. Donc par exemple, quand tu es anxieux, c'est l'art, l'anxiété, c'est l'art d'aller chercher la plus mauvaise probabilité, hypothèse, par rapport à une situation. Par rapport à une rupture amoureuse par exemple, on va s'imaginer le pire sur la personne, la situation, et on va se focaliser là-dessus, et le cerveau il va te dire c'est ça qui va se passer, et en plus il va te mentir, il va te dire au pire, si c'est pas ça, au moins tu es prêt. Ouais. Voilà, donc c'est horrible, parce que tu te prépares à une situation que tu vas jamais vivre. Donc tu l'as subie, tu la vis, sans jamais la vivre en réel. Si toi, avec ton cortex préfrontal, tu ne viens pas ajouter une connotation positive. Okay. Par exemple, je prends un exemple bien concret. Je vais me retrouver seul toute ma vie. Ton cortex préfrontal va venir dire non, je ne suis pas seul, hein. J'ai mes parents, j'ai un frère, j'ai des amis, et tu viens équilibrer. Et c'est un exercice à faire tout le temps. Et tu vas fatiguer ton amygdale. Et tu vas recentrer ton anxiété, à la réduire, la soulager, et tu vas te sentir mieux. On découvrira plus du coup À la conférence. à la conférence. Ouais, je vais jouer les rôles et tout, des émotions. Ok. Ouais, je suis en train de travailler dessus. Là. La date du coup c'est 12 novembre. à côté de Montpellier. C'est au Pasino de la Grande Motte. Très bien. C'est à côté de Nîmes et Montpellier. C'est entre les deux. On peut prendre des places directement Ouais. sur. Il y a sur toutes mes bios de tous les réseaux. Je mettrai en description aussi. Ouais, merci. C'est quoi les projets du coup pour les prochaines années? Je te pose la question parce que je sais que justement j'ai l'impression que tu écoutes un peu cette. Je sais pas si c'est une voix intérieure Oui, ou je sais pas comment si c'est tu une voix manifestes. intérieure ou extérieure, mais, Extérieure, mais ouais, j'en c'est- sais rien. Je suis en train de travailler là-dessus d'ailleurs. Parce que moi, il y en a, ils entendent une voix, moi j'en entends plusieurs. Ok. J'ai un projet final. Ok. Quand Je tu suis dis final, c'est. Final, ça veut dire que ce sera le projet où je me ferai que ça. Parce que moi, j'ai tendance à m'éparpiller. Ouais. Mais je m'éparpille parce que je veux tout toucher à tout. Je sais que j'ai un problème avec la communication. Enfin, un problème, c'est-à-dire que je suis attiré par ça. Et j'ai toujours dit 2028, ce sera une date où je vais arriver à faire quelque chose qui est lié en fait à réduire la famine dans le monde. Hmm. Voilà, ça c'est mon objectif. Moi, je veux avoir un impact pour l'humanité. Et que tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'est que des supports. C'est comme de l'entraînement pour arriver à pouvoir faire ça. C'est objectif final en Ouais. 2028. C'est pas un objectif, c'est comme ça. Ouais. Je fais pas pour ça. Mais ça va se faire.
Comme en octobre, 1 million sur TikTok. Ouais. On prend rendez-vous pour le 1er octobre. Allez. Ok. Et il y aura 500 000 sur LinkedIn. Et j'ai prédit 1 million d'abonnés sur Insta à la fin de l'année, au 1er janvier. Prédiction, là. Ouais. Ok. J'ai prédit. Non, ça va se faire. Ça va Pardon. se faire. Des fois, les mots, je ne sais pas trop Ouais. les utiliser. Ok. Mon côté blédard. C'est. T'as quelqu'un qui t'a inspiré, que ce soit petit ou. Est-ce que t'avais un. Même ça peut être un personnage fictif, un héros, quelqu'un que tu vénérais, je sais pas si c'est le bon terme, mais que tu disais, ah purée, cette personne-là, elle m'inspire, elle me pousse à. Jamais. J'ai toujours aimé la mythologie grecque, moi. Mhm. Je suis un passionné. J'aime ce côté un peu mystique et tout. Mais inspirer, non. Mais comprendre comment certains font pour réussir leur fonctionnement, j'analyse très rapidement. Et je comprends le pourquoi ils font. Mais sinon, moi, personne ne m'inspire. Je dirais que la seule personne vraiment qui m'a inspiré dans ma vie, c'est ma mère. Moi, le reste, elle, c'est un héros, tu vois. De par le travail. De par, l'effort. en fait, si tu crois que moi j'ai eu une vie difficile ou un parcours incroyable, je ne suis que un orteil de ce que ma mère a vécu, tu vois. Ouais. Et je fais partie de ce vécu. Moi, je fais partie de son vécu, tu vois. Donc, non. Ma mère, d'ailleurs, sera à la conférence et je lui réserve une petite surprise. Génial. Ouais, parce qu'elle a eu un vrai parcours, elle. C'est un moyen de. Pas de remercier, mais de. Si, de Ça, remercier, parce que c'est important, même à 43 ans, il faut savoir faire des cadeaux. Tu vois, et ça, c'est un peu une mentalité occidentale. Souvent, on a des parents qui se sont tués pour nous. Moi, mes parents, ils se sont tués pour mon frère et moi. Ils se sont sacrifiés. Il faut leur montrer la fierté, tu vois. Il faut qu'ils se disent, même s'ils sont déjà fiers et tout, mais il faut aller plus loin quand même. Il faut que leur mission de vie, tu leur rendes. Tu vois, tu dire, voilà ce que tu as fait, voilà ce qu'on est devenu. Avec C'est ton grâce à toi, sacrifice, ouais. avec ton sacrifice. Et le seul objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de faire au moins 10% pour mes enfants la même chose. Ce qui va être très difficile. 10%. Ouais, 10%, parce que c'est déjà énorme. Parce qu'ils se sont sacrifiés. Ils n'ont pas eu de vie, mes parents. La valeur famille, c'est important pour toi? On en discutait un petit peu. C'est Ouais, central même. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important? Quand tu fais des enfants, c'est pourquoi? Les pondre jusqu'à l'âge de 7 ans, et après, une fois qu'ils ont 18 ans, fuck. Ouais. Non. Nous, on a, par exemple, et mes parents sont un peu comme ça. Mes parents ils disent l'héritage, nous on s'en fout de l'héritage, par exemple. Mais mes parents, pour te dire à quel point ils sont avancés, on préfère vous donner de votre vivant pour vous voir heureux. Pourquoi attendre qu'on soit mort pour que vous ayez? Oui. Tu vois? Ouais, Non, la famille, bien sûr que c'est important. Moi, je t'avoue, avoir des enfants et tout, c'est pas la chose la plus facile. Tu verras bientôt peut-être, Inch'Allah. mais c'est pas la chose la plus facile, mais c'est la plus belle chose. Tu vois, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver dans ta vie. Mais il faut pas faire pour faire, comme dans tout. Voilà, moi, je serais malheureux que mes enfants ne veuillent plus me parler plus tard et tout. Enfin, si tu te bats pas pour des enfants, pour qui tu vas te battre? Ouais, tu me disais même que tu les impliquais dans tout ce que tu faisais. Ouais, par de toute façon, exemple, ils n'ont pas le choix, les pauvres. Mais ouais, tu essaies d'impliquer, de comprendre. Comme moi, mes parents nous ont impliqués. Moi, mes parents, ils nous ont impliqués pour nous faire comprendre, en fait, ce qu'on vivait. Pour pas qu'on ait... ils nous ont jamais menti sur les situations. Et du coup, ça te donne des responsabilités et ça te prouve à quel point ils te font confiance. Moi, je fais confiance à mes enfants. Si tu leur donnes pas... Moi, ma petite fille, elle a 3 ans, je lui fais confiance à 100%. Mais je veux qu'elle le voie. Parce que c'est ce qui va lui donner sa confiance plus tard. Je veux qu'elle puisse savoir qu'elle pourra toujours compter sur moi, mais pas en faire un enfant gâté. Mais je suis son dernier rempart. Moi, par exemple, quand j'étais au pressing, je travaillais avec ma mère. Quand j'ai commencé à faire les vidéos et tout, qui c'est qui me tenait le téléphone? C'est ma mère. Moi, ma mère, aujourd'hui, elle a 75 ans. Si je lui donne mon téléphone, je lui dis « Maman, vidéo », tac, 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 plac. Direct. C'est réglé. Mais on est passé par 50 vidéos avant. Tu vois, mais le fait qu'elle m'aide, c'est comme si elle te donnait une sorte de bénédiction.
Et du coup, quand tu as quelqu'un comme ça de proche qui te donne cette bénédiction, enfin, tu vois à ses yeux sans qu'elle te le dise, qu'elle veut te voir réussir, elle te fait confiance, et pourtant, c'était pas gagné, hein, tu vois, ça n'allait pas ramener des sous tout de suite et tout. C'est un peu à l'inconnu, en plus, elle est âgée, hein, donc encore moins de compréhension sur les réseaux, tu vois, enfin, voilà. Ben, en fait, qui que ce soit sur Terre, il peut venir et te dire repars dans ton pressing pour nettoyer tes chemises et laisse les pros faire, tu rigoles. Oui, oui. Tu vois, ça te donne une force. Et moi, c'est ce que je veux donner à mes enfants. Si tu avais la possibilité, c'est une question par laquelle j'aime bien finir, communiquer aujourd'hui avec le Michel peut-être d'il y a des dizaines d'années, quand tu avais 8, 9, 10 ans, que tu étais encore à Dakar, en l'occurrence. Est-ce que déjà tu aurais des choses à lui dire? Et si oui, tu lui dirais quoi? Je lui dirais rien, parce qu'en fait, je lui ai déjà parlé. On se parle encore. En fait, je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis. Je pense que les visions qu'il avait, les visions que j'avais à 8-9 ans, c'était personne d'autre que moi à mon âge aujourd'hui qui lui essayait de lui transmettre. Et même chose pour ton toi du futur, entre guillemets, et... Sont un peu plus organisés. Voilà. Franchement, je vais être honnête, je suis pas organisé, moi. Elle rigole, hein, mais c'est normal, je suis pas organisé. Mais c'est dans mon enfin, je suis pas quelqu'un d'organisé. Je dois être une des seules personnes sur Terre qui n'a pas d'agenda. Moi, j'ai pas d'agenda, je peux pas planifier, je supporte pas ça. Par contre, je retiens tout. Hein. Mais je suis jamais en retard, j'ai jamais de problème il fallait pas ça, mais je suis pas organisé. C'est vraiment... Et je le saurai jamais. C'est problématique pour toi? Ça peut l'être pour les gens qui sont autour de moi. Parce que je ne suis pas organisé. Par contre, j'ai une capacité à faire les choses beaucoup plus rapides que n'importe qui. Le jour où je décide de faire. Mais si je ne fais pas, c'est que je n'ai pas envie. Il y a un truc qui me dit ne fais pas. Voilà. On en revient au livre dans 4 jours, je pense que... En fait, je l'ai fait 4 jours avant la date où il fallait que je rentre. Ah bah oui. Voilà. Michel, ça va, t'es prêt une semaine avant? Ouais, t'inquiète. Ouais, pas de souci. Voilà, mais je l'ai fait. Ok. Je l'ai fait. Il est publié chez Flammarion et tout. Enfin, tu vois, j'ai fait un livre quand même. Ok. Non, intéressant. Et petite anecdote, le jour où j'ai publié mon livre, c'était le jour où j'avais reçu le plus de fracasse. On m'avait fracassé le plus sur LinkedIn, de partout, en disant que j'étais simpliste, que j'étais un neuneu. Nanani, nanana. Et le lendemain, j'ai sorti mon livre. Boum. Voilà. C'est la meilleure façon de dire aux gens d'aller se faire. C'est par l'action, c'est pas par les mots. Tu fais et tu avances. Il y a aujourd'hui un peu 2 millions de personnes qui me suivent, presque. On va se concentrer sur ceux qui te... Il faut toujours se concentrer sur ça que sur les gens, les 1000 qui vont te fracasser parce qu'ils n'ont rien d'autre à foutre dans leur vie. C'est quelque chose avec lequel tu communiques régulièrement sur LinkedIn, c'est-à-dire tu partages, tu as déjà confronté entre guillemets ces haters, on peut appeler ça comme ça, je sais pas comment tu les qualifies toi, Non. mais si je communiquais sur eux, est-ce que tu répondais déjà, alors pas individuellement, je me doute que tu perds pas d'énergie. Des fois sur ça m'arrive, ouais, et de rentrer dans le débat avec eux, mais en fait moi j'ai eu des haters mais vite fait, mais moi j'ai eu des gros sur ce réseau qui ont voulu ma mort sur ce réseau. À ce point? Ah oui. Ouais. Mais en fait, j'ai cassé un lobby sur ce réseau, le marché de l'emploi. Ouais. J'ai offert quelque chose de gratuit que des gens ils vendent à 700 ou 1000 balles. Et ça dérange. Ouais. Sauf qu'il y en a un peu plus de 300 000 qui ont eu accès à ce truc gratuit. 300 000 bénéfices, pour les autres, ça me fait un peu mal. Sauf que moi, quand je l'ai fait, j'ai jamais fait pour faire ça. Parce que moi, il est inconcevable qu'un chercheur d'emploi paye pour trouver un emploi. Et quand je vois la merde qu'ils font, eux, pour t'aider à trouver un emploi, je me dis, autant que ce soit gratuit quand même. Hein. Ouais. Je suis pas un expert pour ça. Mais quand même, quoi, il faut pas abuser. Et ces gros-là, aujourd'hui, ils sont tous derrière. Ils sont morts sur ce réseau. J'ai cassé un business. Mais moi, au départ, quand ils me fracassaient, je savais que c'était pour leur business. Mais je n'arrivais pas à comprendre, moi, dans ma tête, avec mes 10 000 petits abonnés, eux, ils en avaient 200 000.
comment je peux leur faire mal? Il me dit, tu me voles mes abonnés. Je suis, mais comment? C'est impossible de voler les abonnés des autres. Il peut être abonné à toi et à moi. Et à 10 000 autres. Mais ils peuvent s'identifier peut-être qu'à une Et seule c'était personne. jaloux, juste. Parce que tu arrives, toi, tu fais 3 phrases, tu fais 10 000 likes, eux, ils font 50 000 mots, ils font 2 likes. Ok. Voilà, c'est con, Ouais. mais c'est tellement nul, ça. Hmm. Or qu'on aurait pu grandir ensemble. Certains doivent peut-être regretter aujourd'hui. Oui, parce que moi, j'étais gentil avec eux. Et tu disais que tu en avais rencontré certains En vrai. en présentiel. Ça se passe comment en général? Moi, je suis toujours très poli. Mais par contre, je suis pas impulsif et tout, mais quand T'oublies j'ai... pas. Ah non, moi, j'oublie pas. Oh putain, c'est chiant. Ça, c'est un travail que je fais sur moi-même. Hmm. Mais en fait, je te mettre face toujours à tes responsabilités. Je vais arriver avec un grand sourire, je vais te faire la bise ou te serrer la main. Je fais, ça va? Ouais. T'avais quelque chose à dire. Ah oui, Parce que là, on est direct, en vrai, c'est plus facile. Non. Ah, ok. Bon, Oui. on arrête sur les réseaux alors. Ok, voilà. Mais par contre, je fais pas seul à seul, je fais devant tout le monde. Oui, pour bien. Ouais, voilà. Pour dire, voilà, ben, t'as quelque chose à dire de l'autre. Sans agressivité et tout. Mais je suis prêt à écouter là, je suis prêt à argumenter là. On n'est pas caché derrière des commentaires et tout. Voilà. Tu veux pas, tu veux pas. Derrière- Laisse-moi tranquille maintenant. Ouais. Derrière l'ordinateur, ça reste plus facile. Ouais, après, je l'ai fait qu'à 2 personnes. Hein. Après, il y a des haters qui. Il n'y a Une rien à fois, faire. j'avais un 2008, le gars il a cru que j'étais à Dubaï quoi. Donc il m'a assassiné, espèce de riche et tout. Je fais, tu peux pas discuter avec ça. Ouais. Je suis pas du tout à Dubaï. Je suis Ouais, dans un non, village direct. paumé là dans les roues. Ouais, c'est vrai que la route pour venir, on Ouais, tu se vois, demandait c'est si on paumé. avait la bonne adresse. Ouais, Mais au moins, t'es bien, c'est exactement, je suis heureux. essentiel. J'ai un petit exercice pour la fin de l'épisode, si tu veux Vas-y. bien. Je vais te poser une série de questions par lesquelles tu devras répondre oui ou non. Ok. Si tu as envie de développer après, Vas-y. libre à toi. Si toi Mais- t'as envie que je développe, tu dis aussi. Ouais, bah, je te poserai. Le but, c'est répondre, voilà, comme ça, il n'y a pas de piège ou autre. Est-ce que tu as déjà regretté une décision importante dans ta vie? Oui. Est-ce que tu es du matin? Oui. À quel point? Moi, je me lève tous les jours à 6h. Tous les jours? Ouais. Pour une raison C'était pour particulière? ça ta question? De... Si je suis du matin, pourquoi en fait? Ouais, c'est... Ouais, je suis du matin, Ok. pour tout. Pour tout. Ouais. Ok. T'as déjà raté un rendez-vous important? Oui, mais parce que je voulais. T'as peur de l'avion? Non. Pas du tout. Tu Non. voyages beaucoup? Je voyage pas beaucoup, mais je l'ai pris tout seul avion à 14 ans pour venir en France, 5 heures d'avion. Ouais, donc Donc, direct. voilà, mais après ça m'est arrivé de reprendre l'avion et tout. Non, j'ai pas peur. Au contraire, j'aime bien la sensation de vitesse de décollage. Ouais, C'est un truc, je d'accord. suis là comme ça, même encore maintenant, tu vois. J'ai Effet fête l'impression de foraine. voler, Ouais, de conduire, de piloter, tu vois. ouais, c'est clair. T'as déjà dit non à une opportunité que tu as ensuite regretté? Non. T'as jamais... Non. Jamais. C'est Avant un- de dire non, je réfléchis C'est beaucoup. un non. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Oui. Tu as déjà fait un truc juste pour impressionner quelqu'un? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà travaillé plus de 80 heures dans une semaine? Oui. Attends, 80 heures, ça fait quoi ça? 80 heures, ça fait beaucoup. Ça fait par jour, je ne saurais pas te dire, mais une personne normale, c'est 7 heures par jour. Ça fait 35 heures sur une Oui, semaine. oui, de oui, 5 j'ai eu jours. des boulots comme ça. Est-ce que tu as déjà pensé à tout plaquer pour partir ailleurs ou à l'étranger? Et j'y pense tous les jours, Qu'est-ce qui te retient de le faire? mes enfants. Moi, je pense pas juste à plaquer tout pour partir à Bien l'étranger. sûr. Moi, je pense à plaquer tout sur les réseaux sociaux et tout arrêter ça pour faire Disparaître, ouais. aller vendre autre chose, hein. Ouais, Enfin, ouais. vendre quelque chose, tu vois. Ouais, ouais. C'est pas que partir. Hein. Oui, c'est vraiment. Tous les jours, je pense à arrêter tout ce que je fais. Hein. remise C'est en ce qui question. me fait toujours tout recommencer à zéro. Et c'est ce qui fait que je suis encore là, Intéressant. Tu as déjà pleuré de joie? bien sûr. Je pleure même de joie sur des choses qui ne sont pas arrivées de moi. Comme par exemple? Ma conférence le 12 novembre. Tu vas pleurer, tu penses, le jour J? Ouais, oui. Et je sais à quel moment. Ok, excellent. Est-ce que tu es... J'aime bien cette question parce que je voulais la poser. Est-ce que tu t'estimes plus organisé que par le passé? Ah non, encore moins. Encore moins? Ouais, encore moins. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Ok.
Et enfin, est-ce que tu crois que le meilleur est encore à venir? Oui. Mais il n'y a pas que le meilleur. Le pire peut être encore à venir. Donc il faut équilibrer. Ok. Il ne faut pas toujours croire que le meilleur va arriver. Il faut penser aussi au pire un peu de temps en temps. Ça, c'est le côté anxieux. On en revient sur les neurosciences que tu Ouais. disais. Il faut un équilibre. Si tu vas trop dans le côté tout est beau et tout, Ouais. quand il y a un problème, t'es foutu. Mais si tu équilibres bien, tu peux mieux vivre les choses. Très bien. Est-ce que tu as un mot de la fin peut-être pour clôturer cet épisode? Si tu voulais dire quelque chose par rapport à la discussion qu'on a eue, quelque chose à partager? Franchement, pas beaucoup plus de choses. Merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Je pense être le premier dans ta longue série C'est ça, de très honoré. podcasts. Donc moi, c'est surtout moi qui suis honoré. Allez le suivre, liker, commenter. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous allez sur mes réseaux et pareil, vous allez liker, vous me suivez, etc. On peut aussi se procurer ton livre, Oui, où tu racontes sans doute plus en détail ce qu'on a vu aujourd'hui. complètement. Disponible dans toutes les librairies dans la description. Rendez-vous à ta conférence Ouais. aussi en novembre. Et d'ailleurs, on va faire même un code promo. Tous ceux qui voient cette vidéo et qui veulent aller à la conférence, si tu mets un lien et tout, Ouais, il y car aura on un mettra code un lien. promo. Je ne sais pas lequel encore combien, parce qu'il faut faire attention. C'est toi qui choisiras, voilà, tout on sera dans la verra. description. Et c'est avec grand plaisir. Bah, merci en tout cas pour ton temps et on pourra refaire un épisode en 2028 puisque Ouais. ce sera là que tout se passera. Exactement. Mais on ne sait pas si ce sera au même endroit. Non, bah écoute, on te rejoindra. Avec plaisir. Merci encore Merci et à puis toi. à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à Storyple. Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode. C'était Mathéo, merci, au revoir.